Au plus profond du château du Seigneur Démon gisent les corps des membres défunts du groupe du héros. Un homme est toujours en vie, luttant pour sa survie. Pendant ce temps, le héros affronte le Seigneur Démon. Le démon saisit le roi dans son immense main. Il est sur le point d'écraser le dernier espoir de l'humanité. L'homme supplie le démon d'arrêter, voyant le héros se faire lentement broyer. Dans son dernier souffle, le héros lui confie Mélo, son fils. L'homme hurle, le héros est tué sous ses yeux. Avec la mort du héros et de ses compagnons, l'humanité est vaincue par le roi démon et son armée conquiert tout le continent. Après la guerre, le bras droit du héros, l'infâme épéiste Gravel, disparaît sans laisser de traces. Puis, 10 ans plus tard, dans une ville sans prétention, l'épéiste est retrouvé dans une brocante. Il répare un tabouret pour un voisin, l'homme le remercie après avoir reçu le tabouret. Il raconte que la vieille dame est rentrée ce matin et lui a balancé le tabouret à la figure. L'infâme épéiste est maintenant connu sous le nom de Saul et mène une vie très différente. Il rit de l'histoire de son voisin qui cherche son gamin, il explique que c'est le premier jour d'école de Mélo et qu'il va la chercher. Le voisin commente que le temps a passé vite, ce à quoi Saul acquiesce. Plus tard, Saul attend patiemment Mélo devant l'école. Les enfants courent dehors dès que la cloche sonne. Mélo le salue joyeusement, annonçant son arrivée. Elle serre Saul dans ses bras et l'homme lui ébouriffe doucement les cheveux. 3 enfants la taquinent pour être si proche de ce vieux monsieur. Cependant, elle annonce sans détour qu'elle aime Saul, ce qui déconcerte les gamins. Il la traite de bizarre et les laisse tranquilles. Elle leur fait un signe de la main enthousiaste. La voyant heureuse, il lui demande si elle s'est déjà fait des amis à l'école. La fille confirme joyeusement, ce qui rassure l'homme. Ils commencent alors à rentrer main dans la main. Juste à ce moment, ils entendent une agitation et voient un démon intimider un marchand. Ils refusent d'Obo de payer les marchandises et insistent pour les avoir gratuitement sous prétexte qu'ils sont de l'armée démoniaque. Le monstre saisit l'homme par le col qui supplie d'être épargné. Saul observe depuis la foule, essayant de cacher sa présence. Il murmure à Mélo qu'il devrait en prendre un autre chemin pour éviter d'attirer l'attention. Cependant, à sa grande surprise, quand il la cherche, elle n'est plus à ses côtés. Mélo attire l'attention du monstre et lui demande innocemment de lâcher l'homme car c'est mal de faire du mal aux autres. Agacé, le démon tourne son attention vers elle. Il est sur le point de la frapper quand Saul bondit avec une vitesse incroyable et s'agenouille devant le démon, s'excusant 1000 fois. Le démon refuse de leur pardonner, alors il leur donne de l'argent pour les calmer. Ils restent agenouillés tandis qu'ils partent avec son argent. Saul soupire de soulagement quand Mélo demande pourquoi les démons ont fait du mal à leurs amis. À l'école, sa maîtresse leur a appris que c'est mal de faire du mal aux autres. Saul répond qu'il jouait juste avec Monsieur Démon, transformant le scénario négatif en positif. Après avoir aidé le marchand à remettre ses marchandises en place, ils continuent leur chemin vers la maison. Saul n'a plus qu'un seul souhait maintenant, que Mélo vive une vie heureuse et paisible. Le lendemain, les deux vont chercher de la nourriture dans la forêt. Mélo est perdu dans son abandon enfantin et profite des fleurs. Saul lui dit gentiment de chercher aussi quelque chose de comestible. Elle trouve alors une mandragore et cette fois, Saul s'énerve, répétant qu'elle devait chercher quelque chose de comestible. Bon sang! Cependant, elle n'écoute pas et se laisse distraire par les plantes. L'homme ne peut que soupirer, pensant qu'elle lui a coûté cher avec ses bêtises et qu'ils n'ont plus assez pour leur repas. Juste à ce moment, les 2 démons de tout à l'heure apparaissent et le cherchent. À sa grande surprise, faisant le timide, ils demandent ce qu'ils veulent d'offre de lui. Ils lui disent que le façon qu'ils veulent d'y collecter plus d'argent comme taxe supplémentaire pour leur protection, puis désignent Mélo. Saul est stupéfait. Le mouvement imprudent qu'il a fait plus tôt s'est retourné contre lui. Il explique que l'argent est rare pour eux aussi et qu'ils ont dû se résoudre à cueillir des plantes sauvages pour manger. Alors qu'il implore la clémence, Mélo, joyeuse, arrive en courant vers eux, reconnaissant les bêtes de tout à l'heure. Avec une étincelle dans les yeux, elle leur demande de jouer avec elle. Saul bondit de sa position pour sauver la fille, mais le démon la saisit déjà et la projette au sol avec une force violente. L'impact provoque une explosion, faisant stopper Saul net. La bête sourit, voyant sa réaction douloureuse. Il dit alors à Saul de nettoyer le cadavre, cependant, à leur grande surprise, Mélo se redresse avec aisance après l'attaque. Pensant que c'est son tour maintenant, elle se lève et enlève la poussière de ses genoux. Les monstres sont confus de savoir pourquoi elle est toujours en vie quand elle déclare que c'est son tour de jouer maintenant. Mélo est survolté. Ses yeux deviennent dorés alors qu'une vague d'énergie l'entoure. Les monstres sont choqués, ses yeux sont familiers. Il y a 10 ans, il y avait une légende connue dans le royaume des démons. Un puissant héros a combattu le roi démon et on disait qu'il avait une paire d'yeux dorés brillants exactement comme ceux de la fillette. Réalisant qu'elle pourrait être liée au héros, les bêtes décident de rapporter l'incident au roi démon. Cependant, Saul intervient, grommelant qu'il n'a plus le choix maintenant. Mélo court vers lui avec enthousiasme, disant que les démons sont des créatures tellement incroyables. L'homme lui sourit, puis lui donne une tape derrière la tête, la faisant dormir.
Une bête est sur le point de dégainer son épée, mais Soul le devance avec une vitesse incroyable. En un clin d'œil, il parvient à anéantir la bête. L'autre essaie de s'échapper et exige de connaître son identité. Refusant de laisser leur secret être connu, il décide d'éliminer le démon aussi. Il commence par lui trancher la main. Le monstre hurle de douleur. Soul s'excuse, disant qu'il lui rendra sa main. Cependant, son épée achève la bête à la place. Plus tard, Melo ouvre les yeux et est confuse quant à l'endroit où il se trouve. Soul lui dit qu'elle s'est fatiguée de jouer et s'est soudainement endormie. Elle demande des nouvelles de ses camarades de jeu démoniaques de tout à l'heure. Soul répond que les bêtes ont dû partir tôt, mais la remercie d'avoir joué avec elle. La fille rayonne de joie en entendant cela. Alors qu'il rentre, elle se souvient des plantes sauvages, mais Soul lui dit de ne pas s'en soucier. Melo semble agitée et nerveuse à table. Elle a à peine touché sa nourriture, ce qui est très inhabituel pour elle. Soul le remarque et lui demande si elle va bien, car elle finit d'habitude son assiette. Elle l'assure que tout va bien et qu'elle est juste rassasiée. Après avoir promis de finir son repas plus tard, elle se précipite dehors avec son assiette et excitée de jouer. Soul est laissé à table, confus de savoir pourquoi elle se précipite. Dehors, Melo s'approche des buissons et rampe discrètement sur ses genoux, offrant à une créature ses restes. La créature grogne contre elle, puis lui mord le bras. Même si elle grimace de douleur, elle essaie de calmer son animal de compagnie, Gabou, et promet de le protéger. Elle lui montre gentiment que le sandwich est sûr à manger. La créature recule finalement, puis dévore le sandwich. Alors qu'elle le regarde manger, elle réalise qu'elle doit trouver un bon endroit pour cacher Gabou, sinon Soul le découvrira. Juste à ce moment, l'homme apparaît derrière elle, à sa grande surprise. Soul regarde la créature qu'elle cachait et scrute l'étrange créature. Il lui dit que ce n'est pas un simple chien, mais une bête qui deviendra énorme, coûtera une fortune à nourrir et qu'ils n'ont pas les moyens pour une bouche de plus. Elle insiste pour garder Gabou, proposant même de partager sa nourriture avec lui. Soul raisonne qu'elle ne peut pas garder la créature longtemps de toute façon et qu'il est donc préférable de s'en débarrasser maintenant. Ils se regardent fixement et la fille commence à trembler sur le point de pleurer. Finalement, Soul abandonne et la laisse garder Gabou. Plus tard, Melo et Soul tirent ensemble une charrette pleine de produits. L'homme lui rappelle que si elle veut garder son animal, elle doit apprendre à gagner ses repas. Elle accepte avec enthousiasme et promet de nourrir Gabou. Juste à ce moment, un homme en cape court vers eux, et attrape des pommes. Soul regarde l'homme puis la petite fille, lui disant que quel que soit le travail qu'elle entreprenne, elle doit y mettre tout son cœur. En guise d'exemple, il retire ses bottes et les lance sur le voleur. Il réitère à Melo qu'ils doivent toujours livrer les marchandises en quantité exacte, sinon leur salaire sera déduit, donc elle doit traiter chaque produit comme de l'or en barre. Melo accepte et ils continuent à tirer la charrette. Juste à ce moment, des bêtes de l'armée démoniaque s'approchent d'eux et lorgnent leur charrette. Ils exigent de vérifier leur charrette car il y a des rumeurs de bandits amassant des armes contre le roi démon. Melo soutient que ce sont des pommes et non des armes. Frénétiquement, Soul lui couvre la bouche pour l'empêcher de parler imprudemment. Il explique alors humblement qu'ils sont des coursiers du verger et qu'ils doivent livrer les produits avant le coucher du soleil. Les démons les accusent d'être impolis et insolents envers l'armée démoniaque. Ils supposent que les pommes doivent être empoisonnées. L'un d'eux décide de les détruire et commence à écraser une pomme après l'autre. Soul serre les dents de frustration. Ils sont juste là pour embêter le monde, s'ennuyant pendant leur patrouille. Agacé, Melo leur dit qu'il ne devrait donc pas gaspiller de nourriture. En colère, les bêtes se préparent à attaquer l'enfant pour lui apprendre les bonnes manières. Cependant, avant même que le coup ne puisse atterrir, Gabou bondit et plante ses dents dans la bête. En représailles, il attrape Gabou et écrase la petite chose au sol avec une force violente. Melo se fige sous le choc en regardant son animal immobile au sol. Elle court alors vers Gabou et le ramasse doucement. Elle l'enveloppe dans une chaude étreinte et pleure pour son animal. Entre deux sanglots, elle qualifie les bêtes de cruelles et viles pour avoir blessé la créature. Naturellement, les démons se moquent d'elle pour être une chochotte. En colère, elle active inconsciemment son pouvoir, déclarant qu'elle ne pardonnera pas aux deux. La voyant déclencher, Soul panique et essaie de la calmer, mais il est trop tard maintenant car elle a éveillé son pouvoir et est prête à se venger pour son animal bien-aimé. Les deux bêtes sont choquées par sa transformation, se demandant si elle est une bête elle-même. Melo regarde Gabou à nouveau et se souvient de leurs heureux souvenirs ensemble. Elle avait promis de le protéger mais a finalement échoué. Et maintenant, les démons doivent payer. Avec son pouvoir activé, elle déclenche une attaque vers les bêtes, mais Soul l'empêche de le faire. Avec la colère toujours visible dans ses yeux, elle dit à son maître de bouger. Il essaie de la calmer, mais elle refuse, déterminée à faire payer les deux pour avoir tué son animal. Elle déclenche alors des attaques rapides et successives que Soul bloque. Il lui crie d'arrêter et de se calmer. Elle se souvient que lorsqu'elle a rencontré Gabou, la créature était couverte de blessures. Elle jouait dans la forêt et a accidentellement trouvé Gabou caché derrière les buissons épais.
Elle a ressenti une pitié extrême pour la créature sans défense et a décidé de s'en occuper. Cependant, elle a échoué et se blâme pour ce qui est arrivé à Gabu. Des larmes incontrôlables coulent sur son visage et elle dirige sa colère vers les deux démons. Elle déchaîne plus de son pouvoir et tente de finir les deux ennemis à nouveau. Soul réalise alors quelque chose et saute après Mélo, lui disant frénétiquement que Gabu est toujours en vie. Ses poings se suspendent en l'air en entendant cela. Soul lui dit qu'elle doit emmener son animal chez le médecin de la ville voisine. Avec sa vitesse, elle peut l'emmener là-bas pour lui sauver la vie. Cela la calme et elle regarde Gabu toujours allongé sur le sol. Elle le voit alors bouger si légèrement et se précipite à ses côtés. L'animal gémit immédiatement et elle s'illumine en le voyant vivant. Elle se tourne vers son maître qui l'exhorte à livrer l'animal au médecin le plus proche. Ne voulant pas perdre de temps, elle utilise sa super vitesse et se précipite vers la ville la plus proche. Avec cela, les deux démons poussent un soupir de soulagement, reconnaissant d'être en vie après la confrontation avec l'enfant. Cependant, ils ne sont pas encore vraiment sauvés. Soul intervient et étire ses bras. Il remarque que quand quelque chose d'important pour elle est blessé, elle perd souvent le contrôle. C'est en fait une enfant très gentille et trop précieuse pour ce monde. Alors, il doit faire le sale boulot et tuer pour elle. L'une des bêtes recule et est sur le point de dégainer son épée quand Soul le devance et pointe l'arme sur lui à la place. Il se souvient de son passé avec le héros, pensant que sa fille lui ressemblait vraiment. Il prend l'épée dans ses mains et marche vers ses opponents. Pendant ce temps, au château des démons, la reine démon joue une partie d'échecs. Elle convoque son auditrice spéciale, Claude, pour mener une enquête sur une série de disparitions dans leur force. Le loyal serviteur obéit à son commandement et jure d'agir immédiatement. Claude arrive à la ville de Howell sur ordre de la reine démon pour enquêter sur les disparitions dans leur force. Elle se souvient de sa conversation avec la reine démon. Chaque disparu en service était avec un partenaire, jamais seul. Avec cela, elle doit enquêter sur les disparitions mystérieuses. Elle se promène dans la ville et observe qu'elle n'avait plus son ancienne splendeur. C'était autrefois une ville commerciale florissante et rivalisait avec la capitale sainte en prospérité. Les taxes sont correctement collectées et livrées au quartier général, donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Beaucoup des disparus semblent être de la garnison, alors elle décide de commencer l'enquête depuis leur base militaire dans la ville. Juste à ce moment, elle entend des enfants se faire intimider par des démons. Ils crachent sur les enfants bruyants qui courent partout. Au lieu d'avoir peur, Mélo agace les démons et son camarade de jeu essaie de la prévenir. Claude observe la situation se dérouler et remarque qu'il y a beaucoup d'hommes lézards un peu bruts de décoffrage. Si elle se souvient bien, le commandant de la garnison sert directement sous le colonel Dawn. Elle s'inquiète que ce genre d'échauffourées se produise souvent. Juste à ce moment, Soul intervient et sauve les enfants du danger. Il esquisse un sourire et supplie les démons de pardonner aux enfants, promettant de les discipliner correctement. Alors que cela se déroule, Claude observe toujours la situation. Soul continue de supplier et va même s'agenouiller devant les démons. Naïvement, Mélo regarde son ami et demande si le démon est dangereux. L'enfant ne peut que crier à son amie, impuissante et naïve. Claude n'est pas d'accord avec la façon dont les démons agissent autour des humains. Elle n'apprécie pas quand les soldats abusent de Fardan de leur pouvoir et sèment le chaos dans chaque ville. Il y a 10 ans, quand l'humanité a perdu face au roi démon, le monde a complètement changé et personne ne peut l'arrêter maintenant. La bête déclare qu'il pardonnera à l'homme et aux enfants d'avoir interrompu sa journée, mais en compensation, il prendra son bras. La bête lève son épée et est sur le point de frapper Soul quand Claude interfère et tranche le monstre à la place. Cela se passe si vite que la bête et Soul sont choqués. Soul serre les enfants loin de la vue horrible. Il se tourne vers la fille qui déclare seulement qu'elle ne peut pas ignorer la destruction flagrante des biens du Seigneur Démon par de simples démons de bas rang. Les autres hommes lézards sont tous stupéfaits par son apparition. Elle révèle alors qu'elle est l'auditrice spéciale de l'armée du Seigneur Démon et qu'elle est venue enquêter sur les cas de démons disparus signalés dans la ville. Les hommes lézards sont incrédules qu'une auditrice spéciale soit humaine. Sentant leurs doutes à son égard, elle dégaine son épée et les défie en duel. Insultés, les démons sortent aussi leurs armes et se jettent sur elle. Juste à ce moment, un homme lézard supérieur arrive et annonce qu'un message du quartier général est arrivé, qu'il devrait coopérer avec l'auditrice spéciale. Le commandant lui sourit alors et s'excuse pour l'insolence de ses subordonnés. Il offre alors de prêter ses ressources et d'aider de toutes les manières possibles dans son enquête. Avec des yeux dangereux, elle leur ordonne de rester en dehors de l'enquête et elle les contactera elle-même si elle a besoin d'aide. Le commandant commence à s'éloigner avec son subordonné, mais elle le rappelle et lui lance la main coupée de son subordonné. Il attrape calmement la main et se tourne pour s'éloigner, mais serre les dents de colère. Il jure de lui faire payer son arrogance. Mélo s'approche d'elle, l'air tellement impressionné par ce qu'elle a fait. Son petit copain, Nico, se joint aussi et lâche qu'elle est géniale d'avoir vaincu les soldats de l'armée du roi démon. Soul la remercie aussi de les avoir tirés d'affaire. Elle lui sourit et déclare qu'elle fait simplement son devoir.
confuse, elle demande pourquoi il n'a pas couru plus tôt. Si elle avait été en retard d'un instant, il aurait été abattu. De plus, il n'a même pas scié à la vue d'une épée venant dans sa direction. Nerveux, Saul essaie de minimiser ce qui s'est passé et prétend juste qu'il a eu un blanc. Il était si timide que la peur l'a paralysé, le figeant sur place. Elle trouve son comportement étrange. Juste à ce moment, Mélo remarque que Gabu court dans sa direction. Son animal est maintenant visiblement bien et rétabli. Voyant une bête démoniaque en liberté dans la ville, elle dégaine instinctivement son épée et tente de protéger tout le monde de cette menace. Cependant, à sa surprise, Saul l'empêche facilement d'attaquer. Il regarde qu'au Mélo jouer avec Gabu. L'homme explique que c'est l'animal de son élève à la grande surprise de Claude. De plus, elle est plus surprise par sa capacité à arrêter son épée sans même scier. Elle se demande qui pourrait être cet homme. Plus tard, Saul offre à Claude un verre d'eau. Mélo était si insistante pour l'inviter chez eux et maintenant, il n'a rien à lui offrir d'autre que de l'eau fraîche. Elle n'a aucun problème avec cela et déclare qu'interagir avec les citoyens fait partie de son travail. Elle scanne la maison et se concentre sur les jouets des enfants. Mélo fait alors glisser un plat de biscuits dans sa direction. Elle fait une pause un instant puis lâche avec enthousiasme à quel point les biscuits sont délicieux. Sous le partage qu'ils ont été donnés par le voisin d'à côté. Elle prend alors une bouchée et commente que c'est un peu sec. Mélo et Gabou s'attendent à ce qu'elle l'aime. Voyant le regard enthousiaste sur son visage, elle est sur le point de rendre le biscuit, mais Mélo insiste, disant qu'elle veut le partager avec elle. Avec cela, elle décide de couper le biscuit en deux. Avec un grand sourire sur son visage, elle suggère qu'ils le mangent ensemble. De cette façon, il aura même meilleur goût. Mélo accepte le biscuit de tout cœur et le partage même avec Gabou. Claude la regarde et se souvient de quelque chose de son passé, sa propre sœur lui souriant en mangeant son sandwich préféré. Elle contrôle ses émotions et se lève soudainement de son siège. Elle annonce qu'elle doit partir car elle a encore des tâches à terminer. Il la raccompagne, Mélo lui faisant joyeusement signe d'au revoir. Ils sont loin de se douter qu'une présence les observe de loin, souriant. De retour en ville, Claude commence son enquête sur les possibles déserteurs. Elle interviewe différentes personnes, mais a l'impression de ne faire aucun progrès. Elle s'assied sur un banc, réfléchissant aux prochaines étapes à suivre. Juste à ce moment, un enfant court dans sa direction et jette une pierre. Elle essaie d'avertir l'enfant que ce qu'il fait est dangereux. À ce moment-là, la mère du garçon s'excuse abondamment auprès d'elle, la suppliant de laisser son fils tranquille. Puisqu'il n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait et déteste juste l'armée du roi démon. Elle porte l'emblème de l'armée démoniaque et donc cela la rendait une ennemie. Le père de l'enfant a été tué par un démon et il déteste donc naturellement tout le monde dans l'armée démoniaque parce qu'elle est humaine, beaucoup la traitent de traître pour avoir servi le roi démon. Il lui demande si elle n'a pas honte du tout de trahir sa race. Elle s'agenouille alors devant l'enfant et s'excuse de l'avoir effrayé. Le garçon exige qu'il ramène son père, mais Claude ne peut que le regarder avec des yeux empathiques, comprenant sa douleur. Pendant ce temps, dans son atelier, Saul peine à réparer une chaise cassée. Elle semble irréparable, mais il va quand même tenter le coup. C'est alors que Claude arrive et lui demande ce qu'il fabrique. Saul répond nonchalamment que Mélo est à l'école. Elle est perplexe devant son travail car l'enseigne disait « brocante ». Saul confirme, expliquant qu'il répare ou retape des objets pour les vendre. Elle doute qu'il soit un simple réparateur car son métier n'explique pas comment il a bloqué son épée l'autre jour. Elle révèle ensuite un problème avec l'armée démoniaque dans la région et lui demande ce qu'il en sait. Mais au lieu de coopérer, il refuse catégoriquement. Elle comprend sa décision et lui dit que c'était sage. C'est alors qu'ils entendent un bruit étrange venant de l'arrière-cour. Ils vont voir et trouvent une lettre avec le blason de l'armée du roi démon. Saul s'en empare et la lit tandis que Claude court vers lui. L'homme l'ouvre et est choqué de lire que Mélo a été enlevé par des inconnus et qu'il doit se rendre seul et désarmé aux vieilles ruines. Tous deux sont choqués par l'enlèvement de Mélo. Claude, elle, explose et décharge sa frustration sur l'abri de la brocante de Saul. Elle s'excuse car ils sont impliqués à cause d'elle et promet de l'aider à retrouver son enfant. Saul précise qu'il n'est pas le père de Mélo, ce qui surprend Claude. Il ajoute que même si l'enfant n'est pas la sienne, elle est la chose précieuse qu'il a juré de protéger. Elle est sidérée de le voir tenir une épée car elle ne l'a pas vu la tirer de son fourreau. Il ignore sa question et lui rappelle qu'ils ne doivent pas porter d'armes pour la sécurité de Mélo. Elle accepte et il se dirige vers l'enfant. Plus tard, ils sont accueillis par le commandant qui a ordonné l'enlèvement de Mélo. En colère, elle lui crache au visage pour avoir détourné des impôts et impliqué un enfant innocent dans leur conflit. Il lui sourit et la traite de chienne pour avoir mis son nez là où il ne fallait pas.
Il n'acceptera jamais qu'elle ait gagné les faveurs de Sa Majesté grâce à son talent d'épéiste. Il lève alors son arme contre l'enfant, il se moque de Claude qui se croit toujours supérieure alors qu'elle n'est qu'une humaine. Quels que soient ses efforts, elle leur sera toujours inférieure, elle ne doit donc pas être arrogante. L'enfant hurle de terreur, la peur le submerge, les deux adultes sont choqués, ce n'était pas Mélo mais son ami, Nico. Ils se regardent, confus. Ils réalisent que les démons ne distinguent pas les enfants humains, tout comme les humains ont du mal à distinguer les démons. Même ainsi, c'est dangereux pour un enfant humain. Elle s'avance et déclare avoir laissé son arme, il devrait donc rendre l'enfant pour qu'il puisse parler, mais le commandant se contente de sourire et lui dit qu'il rendra l'enfant quand elle sera morte. Sur ce, les autres hommes lézards se jettent sur elle, elle presse Sol d'aller trouver Mélo pendant qu'elle s'occupe des ennemis. Avec détermination, il bondit vers la bête et esquive leurs attaques avec agilité. Elle riposte et les frappe, mais ce n'est pas suffisant pour les abattre. Après avoir résisté à toutes leurs attaques, elle tient bon, forte et inflexible. Cela déconcerte les bêtes, choquées par la force d'une simple humaine. Le commandant les traite d'idiots inutiles, incapables de vaincre une seule humaine. Il menace Mélo et utilise le petit pour l'effrayer, mais à sa surprise, Sol parvient à sauver le garçon sans être détecté. Claude est aussi choqué que le commandant, elle pensait qu'il était déjà parti chercher Mélo. Il lui lance alors une épée et lui dit d'en finir vite. Enragé, le commandant quitte son trône et fonce sur Claude. Un des soldats sautombés attrape sa jambe, ce qui la déstabilise un instant. À cause de cela, elle bloque à peine l'attaque. Le commandant rit de sa lutte, disant qu'elle n'égalera jamais sa force brute et lui ordonne de mourir. Claude résiste à l'attaque et tient bon. C'est alors que Sol vient à son secours et tue la bête d'un seul coup. Elle est surprise qu'il ait réussi à frapper la bête de si loin. Le commandant étant à terre, les autres hommes lézards tentent de s'échapper, mais elle ne leur laisse aucune chance et les achève tous. Elle est sur le point de l'interroger sur son pouvoir, mais il déclare qu'ils sont en retard pour récupérer Mélo. Plus tard, alors qu'ils se dépêchent, Claude s'excuse encore de les avoir mêlés à ses problèmes et à l'armée démoniaque. Sol insiste que ce n'est pas sa faute et que l'important est que l'enfant soit en sécurité. Claude se sent toujours coupable, alors pour la rassurer, il lui dit que c'était une grande aide d'avoir pu se débarrasser de ces brutes. Cependant, l'intensité de son regard change et révèle qu'il sait qu'elle fait partie de l'armée démoniaque. Elle se souvient des paroles du roi démon et de sa mission d'enquêter sur les disparitions parmi les démons. Elle est sur le point de s'expliquer quand il lui lance un marteau. D'un ton sérieux, il lui dit qu'elle doit réparer l'abri en bois qu'elle a détruit plus tôt. Une fois réparés, ils seront quittes et pourront partir. Ils arrivent d'enfin en ville où Mélo et la mère de l'enfant attendent. Les yeux de l'enfant s'illuminent en voyant son maître porter son ami endormi. Il s'excuse d'être en retard. La mère de Nico l'étreint fort, soulagée de voir son enfant sain et sauf. Elle demande où ils ont trouvé le garçon. Sol explique que des escadrons démoniaques se sont affrontés pour de l'argent d'impôt détourné. Il désigne ensuite Claude et la présente comme l'auditrice qui l'a sauvée en calmant la bagarre. Elle réalise alors qu'il veut qu'elle rapporte l'incident au quartier général. Elle se demande qui il est vraiment. En tant que consoeur épéiste, elle devrait connaître sa véritable identité et elle la découvrira. Sol se dépêche, Mélo sur le dos, ils sont en retard pour l'école et il réprimande la fille de ne pas avoir surveillé l'heure le matin. Tout en mangeant calmement son petit déjeuner, elle lui dit que son école ne dure que jusqu'à midi. Agacé, il lui dit qu'elle aurait pu le prévenir plus tôt car il ne peut ouvrir la boutique que 4 heures et va encore perdre des revenus. Son visage s'illumine quand elle voit Claude les attendre, la femme les salue. Pendant ce temps, Sol se demande pourquoi l'auditrice est encore là. Ils étaient quittes après l'incident d'hier, ce qui signifie qu'elle n'a plus rien à faire avec lui. Il se demande si c'est un coup monté par l'armée démoniaque. Pressé, il passe devant elle, mais elle lui attrape la main et l'arrête. Contre toute attente, elle le regarde, gênée, et le supplie de la laisser rester en ville. Sol est confus, tandis que Mélo est ravi qu'elle vienne chez eux. Elle lui dit qu'à cause de ce qui est arrivé au commandant, elle a été punie avec d'autres officiers. De ce fait, elle n'a nulle part où loger. On lui a ordonné de rester superviseuse jusqu'à l'arrivée d'un nouveau commandant, mais en tant qu'auditrice, elle doit garder une certaine distance avec les soldats ordinaires. Elle n'a nulle part où aller, donc rester avec eux est la meilleure idée pour l'instant. Cependant, il trouve cela contraignant et lui suggère d'aller plutôt au camp militaire. Elle refuse car elle déteste avoir froid et cela entraverait sa mission. Comme ce n'est plus son problème, il passe devant elle. Désespérée, elle lui propose de le payer généreusement en échange de son logement. L'homme s'arrête net et considère sa proposition. Dans son esprit, l'argent l'emporte sur les tracas. De plus, elle fait une tête de suppliante. Mélo le supplie aussi de laisser la femme rester.
Sur ce, il soupire et accepte, mais lui dit qu'elle ne pourra utiliser qu'un coin de sa maison. Elle n'en revient pas qu'il accepte l'arrangement. Il lui dit au revoir en premier car il doit déposer Mélo à l'école. Elle est ravie de pouvoir rester avec lui. Elle est auditrice pour l'armée démoniaque, mais c'est quelque chose qu'elle doit faire pour elle-même. Plus tard, dans son atelier, il lui dit qu'elle devrait utiliser l'arrière-boutique pour dormir et qu'il travaillera dans son atelier toute la journée. Il lui demande ensuite des nouvelles du nouveau commandant qui sera affecté dans leur zone. Elle affirme n'avoir pas encore rencontré la personne, mais a entendu dire qu'elle était de haut rang. Elle songe discrètement que la méfiance de l'homme envers l'armée démoniaque semble profonde. Sol s'excuse de s'immiscer, mais il remarque qu'elle n'a apporté qu'une épée en bois, ce qui signifie qu'elle ne pense pas à leur faire du mal. Elle est choquée qu'il le remarque si facilement. Sur ce, elle révèle qu'elle veut s'entraîner et faire un duel avec lui. Elle dégaine alors son épée en bois. En tant qu'auditrice, elle doit connaître le secret de sa force. Elle meurt de curiosité et veut tester les limites de ses compétences. Avec lui, il se gratte la tête et accepte sa proposition. Elle s'illumine aussitôt en entendant cela. Mais Sol déclare que s'il gagne, elle devra faire tout ce qu'il voudra. Elle le regarde, déterminée, et sourit, acceptant sa condition. Elle accepte le marché et déclare qu'un épéiste ne revient jamais sur sa parole. Gabou sort de sa cachette à ce moment gênant et observe les deux guerriers qui se tiennent maintenant face à face, résolus à vaincre l'autre. Les deux bondissent alors en même temps et leurs armes s'entrechoquent. Claude prend son élan et commence à attaquer son adversaire par des coups rapides et successifs. Cependant, Sol bloque tout sans effort et la frappe avec son épée en bois. Elle parvient à bloquer, mais il déchaîne un barrage d'attaque dans sa direction. Chaque coup est comme un coup de marteau et elle doit reculer un instant. Elle crée une distance de sécurité pour l'empêcher d'en profiter. Elle sourit alors, demandant s'il se retient contre elle. Il répond qu'il ne fait que s'entraîner avec elle, donc pas besoin de devenir sérieux. Elle se jette sur lui, mais est surprise qu'il ait disparu. À son entière surprise, il est déjà derrière elle, son arme pointée sur sa nuque. Sur ce, elle se rend, frustrée de ne même pas pouvoir lever son épée contre lui. Il esquisse un sourire menaçant. Maintenant, ils doivent parler de leur marché. Plus tard, Claude se promène en ville avec Gabou. Les gens la regardent, la reconnaissant comme faisant partie de l'armée démoniaque. Elle se souvient que tout ce que Sol voulait d'elle, c'était de récupérer Mélo à l'école et de promener Gabou. Elle peut dire, d'après leur combat, qu'il est bien plus supérieur qu'il ne le laisse paraître. La force qu'il possède ne s'acquiert pas par le seul entraînement. Elle en est sûre, mais où s'est-il entraîné exactement ? Elle récupère enfin Mélo à l'école. Elle exprime son regret d'être celle qui vient chercher l'enfant, pensant que cela doit lui déplaire. Cependant, Mélo lui dit qu'elle est contente de la voir. Le visage rayonnant de joie, elle exprime qu'elle adore rentrer à la maison avec son maître, mais avec Claude, elle a l'impression d'avoir soudainement une mère. Gênée, l'auditrice détourne son regard d'elle. Sur ce, elle demande pourquoi elle n'appelle pas Sol, papa. Elle explique qu'elle n'a pas le droit de l'appeler ainsi, car elle a un autre père. Bien qu'ils vivent ensemble depuis tout ce temps, il lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas son père. Il est juste là pour s'assurer qu'elle est protégée et heureuse. Claude se souvient alors des paroles de Sol, qu'il n'était pas le père de l'enfant. Elle se demande ce qui est arrivé aux parents de Mélo et quel lien ils ont avec Sol. Au fil du temps, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus curieuse de la véritable identité de l'homme. Elle le remarque alors les observer discrètement, portant des bûches pour le feu. D'un pas rapide, il réduit la distance et la saisit par le col, enragé qu'elle se mêle de leurs affaires. Il la met en garde contre sa curiosité et menace de la jeter dehors. Il ordonne ensuite à Mélo d'aller chercher plus de bois de chauffage, mais elle refuse. Il répète son ordre, lui disant qu'il compte sur elle. Il retourne ensuite à la maison et contemple son geste, se demandant si ce qu'il fait est juste. Il se remémore un moment de son passé, se souvenant de la mère de Mélo, Rina. 10 ans auparavant, alors qu'il était encore le bras droit du héros, Sol Gravel avait une famille. Rina, la mage, était assise près de la fenêtre. Son ventre rond était désormais très visible. Dion, le héros, était si excité à l'idée de leur bébé. Il pensait que c'était un miracle qu'ils aient reçu une bénédiction si précieuse et demanda à son ami, Sol, son avis. Le jeune Sol acquiesça, mais lui dit qu'il fallait un sacré culot pour faire un bébé dans leur situation. Boursouflée, Rina s'excusa d'avoir causé des ennuis, mais Dion l'assura qu'il voulait un bébé depuis longtemps. Sol le traita d'irréfléchi pour son acte. Alors qu'ils étaient sur le point de vaincre l'armée démoniaque, il a reculé et est retourné auprès de sa femme parce qu'il l'avait mise enceinte, ce qui n'était pas idéal pour leur situation actuelle. Leurs deux autres membres tentèrent de le raisonner, disant qu'ils étaient mariés de toute façon. Alors pourquoi tant d'histoires ? Emma, l'archère, se souvenait du moment où Dion avait demandé Rina en mariage, couvert du sang du général du roi démon, tandis que Koto, le prêtre, était simplement ravi d'officier et d'avoir assisté au mariage.
Il soupira et traita son groupe de fous d'être si optimistes au milieu d'une guerre de longue date. Ils étaient si heureux du mariage et de la grossesse au milieu d'un voyage dangereux. Sans aucun remords, le héros fit remarquer qu'ils étaient arrivés jusque-là et que c'était suffisant. Finalement, Rina, à bout, lui cria dessus pour avoir toujours été méchant depuis leur rencontre. Sol ricana, remarquant que la fille riche montrait enfin son vrai visage. Insultée, elle lui cracha dessus pour l'avoir appelée ainsi et refusa d'être traitée de la sorte par l'ami d'enfance de son mari. Elle insista pour qu'ils en finissent et qu'ils disent tout ce qu'il avait à lui dire. Ils continuèrent leur échange de mots acerbes. Personne ne voulait céder. Dione tenta d'éteindre le feu, faisant remarquer à sa femme que si Sol n'avait pas voyagé avec lui, peut-être qu'ils ne se seraient que jamais rencontrés car il serait resté dans leur village toute sa vie. Et sans Rina, ils n'auraient pas eu une mage brillante dans leur groupe et quelqu'un à appeler épouse. Donc sans eux deux, sa vie serait incomplète. Ils étaient aussi précieux l'un que l'autre pour lui, alors il voulait vraiment qu'ils s'entendent. En grommelant, ils s'excusèrent l'un l'autre et les trois guerriers étaient tous amusés. Emma demanda ensuite le nom du bébé. Rina révéla qu'ils voulaient nommer leur fille Mélo, ce qui choqua Sol. Emma commenta que c'était un nom si mignon. Rina ajouta que Dione l'avait choisi. Sol donna un coup de coude à Dione pour avoir donné à son enfant le nom qu'il avait donné à sa tortue des années auparavant. Quand ils étaient enfants, ils avaient trouvé une tortue et Sol l'avait nommée Mélo, car les tortues étaient censées vivre longtemps et le nom venait du mot million. Il dit à son meilleur ami de ne pas nommer son enfant d'après une tortue, même si c'était censé porter chance. Il soupira de nouveau et n'arrivait pas à croire à quel point son ami était excentrique. Dione posa son bras sur son épaule et lui dit qu'il avait toujours voulu faire de lui le parrain du bébé. Pour lui, Sol était son meilleur ami et sa famille. Ils avaient toujours tout fait ensemble et savoir qu'il serait présent dans la vie de son bébé suffisait à le rassurer. Il lui sourit et lui rappela de ne jamais parler du nom de Mélo à Rina car elle le tuerait. Cependant, il croyait sincèrement que c'était un joli nom, c'était les moments heureux qu'il vivait, peut-être qu'à ces instants-là, il voulait vraiment croire qu'il pouvait vivre une vie normale comme les autres. Une vie heureuse et lumineuse, avec le don de l'amitié et de la famille, mais il ne savait pas encore à ce moment-là que tout allait voler en éclats et ce qu'était vraiment le vrai désespoir. La nuit précédant la bataille finale, Sol était sur le rivage, s'entraînant aussi dur que d'habitude. Écoutant les vagues et épuisant son corps, il parvient à se calmer avant le lendemain riche en événements. Quelques heures auparavant, chez eux, l'épéiste entend Dion de l'extérieur, disant qu'il allait s'absenter un bon moment cette fois. En fait, leur enfant pourrait déjà être né à son retour. Assis tranquillement avec Sarina, ils pensent à cette possibilité. L'expression de son visage l'inquiète, mais il jure simplement de faire de son mieux pour son enfant et pour tous les autres. Il ne comprenait pas vraiment ce que signifiait être un héros avant. Maintenant, le but et les responsabilités qui en découlaient ne pouvaient être plus clairs. Sol écouta cette conversation sincère et pleine d'espoir. Maintenant, il serre son épée pour continuer à s'entraîner, ne comprenant pas pourquoi un enfant était si spécial pour ses amis. Le matin arriva et beaucoup de gens se rassemblèrent à l'entrée du village, tandis que le groupe du héros et les villageois se disaient au revoir, se souhaitant mutuellement la sécurité. Rina aperçut Sol stoïque, se tenant au loin. L'entendant l'appeler, il soupire et se demande si elle va encore lui faire la morale. Elle lui demande de veiller sur Dione, mais il rétorque que le héros est du genre à gérer les choses seul. Elle s'accroche à lui cette fois, suppliant littéralement l'épéiste. Voyant le désespoir dans ses yeux, il dit qu'il le fera, ajoutant qu'il connaît son ami plus longtemps qu'elle de toute façon. Si possible, elle aurait voulu les rejoindre jusqu'au bout. Lui disant de faire ce qu'elle veut, Sol lui dit qu'elle pourra les rattraper. Une fois l'enfant né, ces mots d'une gentillesse inhabituelle la font pleurer, lui permettant enfin de faire ses adieux à ses amis pour leur dernier voyage. Emma et Koto espèrent que le bébé naîtra en bonne santé et ont hâte de le rencontrer. Pendant ce temps, l'épéiste marchait silencieusement derrière le groupe. Dione lui demande s'il se sent seul sans Rina, n'ayant plus personne avec qui se disputer. Bien que Sol ne s'en soucie pas, le futur père semblait trop serein pour quelqu'un qui partait. Il ne le nie pas, disant que son enfant aura un monde paisible où vivre une fois qu'il sera de retour. Après tout, c'est ce qu'il attend avec impatience. C'est une vision de la vie plutôt optimiste, mais toute la famille pique-niquant sans se soucier des monstres, étalant un déjeuner et jouant dans la rivière serait un rêve. Inutile de le dire, mais Sol sera à ce pique-nique avec eux, il fait partie de la famille après tout. L'épéiste regarde son ami avec scepticisme, mais ne peut empêcher ce sentiment léger dans son cœur, alors que Dion bondit joyeusement en avant, rêvant de ce jour. Cédant, il les suit avec le même rêve. 42 jours plus tard, ils étaient dans la salle du trône du roi démon. Sol haletait d'épuisement. D'autre part, Emma et Koto gisaient à terre, déjà mortes. Il fit face au roi démon devant lui, se demandant ce qui se passait. Alors que l'ennemi souriait, Dione l'appela par derrière, lui disant de ne pas perdre sa concentration au milieu de tout cela. Ensemble, ils chargèrent donc comme le dernier espoir de l'humanité, mais ce n'était qu'un jeu d'enfant face à la puissance écrasante du roi démon.
Sol est littéralement balayé d'un revers de doigt et projeté avec violence. À moitié vivant, il voit une épée brisée tomber au sol et lève les yeux pour trouver son meilleur ami dans les griffes du démon. Dione était soulevé, impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. L'épéiste est alors sommé de regarder attentivement tandis que leur dernière lueur d'espoir est anéantie. À cet instant, leur souvenir commun défile. Du moment où ils ont nommé les tortues, jusqu'au jour où Rina l'a supplié de prendre soin de son mari, ils étaient heureux et s'aimaient par-dessus tout. Maintenant, tout cela vole en éclats. Dione offre à son meilleur ami un dernier sourire, juste avant que les yeux et les oreilles de Sol ne soient traumatisés par l'instant où son corps est écrasé. Le château du roi démon résonnait de cris de douleur. Dione fut contraint d'assister à la chute du corps inanimé de son pauvre ami, sa vision devint floue de plus en plus. 12 petites minutes à peine après le début de la bataille contre le Seigneur Démon, le héros rendit l'âme. Tandis que le pire ennemi de l'humanité affichait un sourire narquois, Soul serra les dents et le maudit de toutes ses forces. Ses yeux se remplissaient de larmes, de chagrin et de rage pure. Une nouvelle vague de puissance jaillit de son corps et il saisit la lame brisée du héros, l'enveloppant de cette même énergie brute et déchaînée. Le Seigneur, intrigué par ce développement inattendu, le fut d'autant plus lorsque le spadassin disparut de sa vue. Il chargea alors avec une vitesse qu'aucun d'eux n'avait montré auparavant. Ce qui devait être un coup fatal fut simplement bloqué par une barrière que le démon leva sans effort. Soul continua, déchirant le tissu de son bras avec la pure énergie émanant de sa lame. Malheureusement, cela ne suffit toujours pas et il est repoussé sans difficulté. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Lançant une décharge magique vers l'avant, il réussit à se mettre à couvert et à rebondir de sa chute pour traverser l'épais nuage de fumée de l'explosion. D'une nouvelle estocade, il atteignit enfin le corps de la reine démon et elle fut tout aussi surprise par cette puissance déchaînée et totalement inattendue. Pourtant, l'humain n'avait absolument aucune intention d'écouter le moindre de ses mots. Résolu à l'anéantir une bonne fois pour toutes, il mit absolument tout ce qu'il avait dans ce dernier coup, sans même se soucier de ce qui pourrait arriver ensuite. Le coup porta. Dans un éclair de lumière éblouissant, le corps du roi démon explosa et il sembla bien que l'humanité avait enfin triomphé. Néanmoins, Soul était à terre. Observant de nouveau l'épée du héros déchu tomber avec un bruit métallique, il se remémora tous ceux avec qui il avait combattu et sentit les larmes monter, pensant que tout était enfin terminé. Cependant, il entendit soudain la voix du Seigneur, le félicitant d'avoir fait de son mieux. La présence maléfique l'enlaça, lui tenant la main et lui parlant de la façon dont un enfant comme lui avait manié l'épée sacrée. On lui dit qu'il avait été bien trop imprudent et on l'encouragea à être plus malin la prochaine fois. Tout ce que Soul put faire fut de tourner la tête vers l'ennemi qui était toujours bel et bien vivant. Il n'est qu'un bébé qui vient d'apprendre à se tenir debout et qui désire être félicité par ses parents. Pour y remédier, elle sera aussi stricte que nécessaire. Elle a besoin qu'il devienne bien plus fort, après tout. La présence qui l'étouffait le relâcha enfin. Une fois qu'il se retourna, il vit que le corps du roi démon s'était entièrement régénéré. Il pouvait sentir son regard peser sur lui. Alors qu'il se demandait comment cela était possible, elle leva son bras au-dessus de son corps et il réalisa enfin qu'il n'y avait absolument aucun moyen de gagner. Sa vision devint noire et dans son esprit, il entendit sa voix lui disant à lui, son petit, de devenir plus fort pour le jour où ils se rencontreraient à nouveau. Les yeux de Sol s'ouvrirent en grand et tout son corps se redressa d'un coup. Au lieu du château du roi démon, il se trouvait dans une magnifique plaine verdoyante, toujours en vie malgré la bataille impitoyable qu'il venait de livrer. Regardant autour de lui et se demandant où il était, il entendit quelqu'un à proximité lui disant de déguerpir de là tant qu'il le pouvait encore. Les démons, disait-on, marchaient vers la capitale à cet instant même. Avec des visages terrifiés et désespérés, ils annoncèrent que c'était déjà la fin pour ce pays. Leurs mots frappèrent Soul de plein fouet. Les ennemis étaient sur le point d'atteindre la capitale, ce qui signifiait qu'ils avaient déjà dépassé l'endroit où Rina était censée se cacher en toute sécurité. Il courut aussi vite que possible, mais le village était déjà en flammes et en fumée quand il arriva. Les bâtiments étaient en ruine, des cadavres jonchaient le sol, et la poignée de survivants pleurait sous la pluie. Alors qu'il cherchait désespérément autour de lui, le spadassin entendit que la capitale était tombée. Il blâmait les héros qui avaient eu perdu si facilement, même après tout l'espoir qu'ils avaient donné au peuple. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les débris, il entendit leurs insultes et leurs mots blessants. En passant près d'Ali, il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. C'était Rina, toujours en vie malgré tout ce qui s'était passé. Il courut vers elle, soulagé de la savoir saine et sauve, et fut surpris de voir un bébé mélo blotti dans ses bras. Portant son enfant, Rina félicita chaleureusement Soul d'être revenu vivant. Il demanda ce qui s'était passé jusqu'à présent et ce qu'elle faisait là. C'est en ciblant la famille du héros que l'armée du Seigneur Démon avait attaqué le village. En d'autres termes, le village avait été entièrement ravagé. Le spadassin frappa le mur de sa main, fou de rage. C'était comme si tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent n'avait servi absolument à rien. Voyant sa colère, elle s'excusa car tout ce qu'elle avait pu faire, c'était de sauver son enfant. Bien qu'elle fût membre de leur groupe, elle n'avait rien pu faire quand cela comptait vraiment. Ressentant la même chose, il se maudit lui-même. L'image du sourire de Dione avant sa mort brûlait encore dans son esprit et il détestait être le seul à être revenu. Rina demanda ce qui était arrivé à son cher et tendre mari. Face au silence et à un tremblement de colère, elle comprit. Alors que les larmes coulaient sur son visage, elle compatit à la façon dont il portait le lourd fardeau d'avoir survécu seul. Dione l'avait toujours considéré comme un membre à part entière de leur famille.
Cela dit, même si c'était un peu égoïste de sa part, elle lui demanda de prendre soin de Mélo. Il fut stupéfait par cette requête et frappé de plein fouet par la dure réalité. Leur moment fut interrompu par quelqu'un qui parla depuis l'entrée tenant l'avis de recherche de Rina. En se retournant, ils virent de quelques démons qui venaient de confirmer qu'un bébé du héros était bel et bien né. Il serait vraiment problématique de laisser les choses en l'état. Soul se prépara au combat, cette fois il allait protéger sa famille, c'est une certitude. Un démon fut laissé pour s'occuper d'eux deux pendant qu'il rapportait l'information au Seigneur Démon. Une petite explosion, elle frappe le démon qui s'enfuyait, l'arrêtant net. C'était Rina, debout, qui disait à l'épéiste de prendre Mélo et de partir. Il assure qu'il s'occupera des démons et qu'elle doit rester là, mais il voit enfin la blessure fatale sur son corps. Son visage était pâle tandis qu'elle le suppliait de s'en aller. Sol devient sombre, réalisant qu'il était trop tard et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Puisqu'il est le seul à connaître l'enfant, elle lui demande de protéger son fils. Le jeune homme obéit, prend le bébé endormi dans ses bras, se retenant à peine de pleurer et de jurer. Avec un dernier regard à sa famille adorée, la mère se tourne vers les démons et s'interpose entre eux. Un des ennemis chargea, refusant de laisser s'échapper des cibles si importantes, mais elle n'allait pas le laisser les déranger. Avec une agilité incroyable, elle bondit au-dessus du démon et déclencha une explosion. Malgré lui, Sol ne put que courir aussi vite qu'il le pouvait. Il n'y avait plus besoin de combattre l'armée démoniaque. Tout ce que Rina pouvait souhaiter pour son enfant, c'est qu'il vive heureux et sourit. Elle lui demande de créer ce monde pour Mélo. Avec un sourire larmoyant, la mage enveloppe le démon de chaînes de lumière, prête à tout pour les empêcher de rapporter au roi démon. Cependant, le second lui transperça soudain la poitrine de sa lance. Il rit, mais pas pour longtemps, car les mêmes chaînes s'accrochèrent à son corps. Rina allait s'assurer que l'existence de l'enfant du héros reste cachée. Son corps étincela et flamba violemment. Bien que Sol ait appelé, il ne pouvait rien faire. Elle explose, emportant les démons avec elle. Ce jour-là, Rina, la mage du groupe du héros et son épouse, mourut par magie d'autodestruction. Quelque temps plus tard, l'épéiste était assis au milieu des ruines de la ville. Un démon-mouche le remarque, ainsi que le bébé dans ses bras. Il s'envole pour rapporter au Seigneur Démon, mais est pulvérisé en plein vol par la magie de Sol. Juste à ce moment, il voit un lézard au sol et le ramasse. Un instant, il se souvient de sa rencontre avec le roi démon et cligne des yeux pour retrouver le lézard au sol. La seule chose qui lui restait entre les doigts était sa queue. Comme le lézard, c'est ainsi que l'ennemi a survécu. Il ne peut s'empêcher de rire désespérément de cette persistance. Entendant Mélo gémir et la sentant bouger, il ajuste la position de ses bras pour l'empêcher de pleurer. Malheureusement, ni maman ni papa n'étaient plus là. La petite main de l'enfant s'accroche donc à son doigt, faisant pleurer le jeune homme en deuil sous la pluie. Les derniers mots de Dion furent une demande de prendre soin de sa fille, et ce fut pareil pour Rina. Ils l'ont fait tous les deux avec un sourire, et maintenant il ne peut que faire exactement ce qu'ils ont dit. Sol s'écria, jurant de protéger Mélo et de ne jamais laisser le roi démon ou son armée la connaître. Comme Dion avait trouvé son but d'héroïsme en son enfant, Sol réalise que c'est la raison pour laquelle il a survécu seul. Caressant et serrant la petite, il promet de lui enseigner les compétences nécessaires pour vivre une vie heureuse. Ce jour-là, il décida de consacrer le reste de sa vie obstinée à l'avenir du bébé. Comme le lézard qui se sépare de sa queue, il abandonne sa vie de guerrier pour survivre. Au bureau démoniaque de la ville, l'officier Sassa passe en revue Claude, s'occupant de l'ancien commandant et de plusieurs soldats de la zone. C'est ce que dit le rapport. En effet, son objectif initial d'enquêter sur les soldats disparus n'a pas avancé. On lui demande si c'est bien ce qui s'est passé. Tandis que l'image de Sol lui traverse l'esprit, elle confirme et présente ses excuses. À partir de ce moment, le commandement et la juridiction sont transférés au colonel Balam. Son sort sera décidé, mais pour l'instant, l'auditrice est officiellement présentée au colonel et invitée à écouter ses paroles. Le cœur inquiet, elle leva les yeux vers lui. À sa surprise, il claqua des doigts pour allumer les lumières, révélant une pièce lumineuse. Le nouveau commandant rit, espérant détendre l'atmosphère rigide. Son attitude surprend Claude. En revanche, il avait déjà entendu parler d'elle, une officière très respectée au quartier général. Il a aussi lu son rapport et sait que l'ancien commandant a détourné des fonds avec un peu trop de fantaisie. En clair, ses actions étaient plutôt justifiées. L'auditrice est de nouveau stupéfaite. Sassa insiste pour une punition, mais Balam déteste ce genre de spectacle et veut s'entendre. D'ailleurs, il aime les humains et rêve d'un monde où humains et démons vivent en paix. Ses paroles sont pour le moins louches. Juste à ce moment, il appelle quelqu'un nommé Vin. Une voix joyeuse vient de l'extérieur et il voit une jeune démone sauter à travers la pièce pour répondre à son appel. Comme une bonne élève, elle s'annonce et répond dès qu'on l'appelle. Balam la présente comme sa fille. Ayant été protégée toute sa vie, il veut qu'elle déploie ses ailes dans un tout nouvel environnement.
De plus, il pense qu'elle sera utile à la raison initiale de la venue de l'auditrice. Se demandant ce qu'il veut dire, Claude apprend qu'il y a eu un cas ancien et similaire qui s'est avéré être l'œuvre d'un héros. Il y a plus de 10 ans, des soldats ont commencé à disparaître sans laisser de traces. Comme les héros sont censés venir d'humains ordinaires, il suggère qu'un nouveau est apparu. Elle n'y croyait pas, mais il révèle que Vin avait déjà senti quelque chose de similaire dès leur entrée dans la ville. La jeune fille le confirme, apparemment, elle a la capacité unique de détecter l'étrange odeur des héros. C'est une odeur incroyablement âcre et elle la déteste. Son père la serre dans ses bras et la félicite de ressentir cela envers la race qui a massacré les leurs. Si humains et démons doivent vivre en paix, alors il n'y a pas de place pour les héros. Cet idéal même était inculqué à l'enfant. Remarquant Claude l'a fixée, Vin sourit et déclare fièrement qu'elle peut trouver les héros plus vite qu'elle. Elle se met au travail et part sans attendre l'ordre. Son père trouve cet empressement adorable, mais Balaam rappelle à l'auditrice qu'elle doit poursuivre son enquête. Voulant en savoir plus sur la ville, il tend la main, disant qu'il a hâte de travailler ensemble. L'inspectrice accepte. Elle réfléchit à la présence d'un héros et pense à Sol. Au milieu de la ville, les gens crient de surprise en voyant Vin courir et bondir rapidement. C'est comme si elle pouvait voir et sentir l'odeur de la lumière toute proche. Après un moment, elle localise l'odeur dégoûtante à la lisière d'une forêt. Elle bondit pour enfin trouver le héros et est surprise de voir Gabu qui lui aboie dessus pour avoir plaqué Mélo au sol. L'enfant la regarda confuse et la démone était tout aussi perplexe. Vin bondit sur Mélo, la prenant pour le héros, mais la mauvaise odeur avait soudainement disparu. Elle bougea la tête, cherchant la trace qui s'était évanouie dans l'air. Malheureusement, tous ces mouvements font rire l'enfant sous elle, chatouillé. Mal comprenant, la démone lui dit d'arrêter de se moquer d'elle, mais ce n'est pas le cas. Comme elle ne semble pas comprendre, Mélo inverse leur position et la plaque à son tour. Vin se retrouve prise d'un fou rire. Elle repousse l'enfant joyeuse, considérant les choses comme quitte. Le traitant de bizarre, elle essaie de donner le ton et de se présenter comme quelqu'un de génial, mais la fille y voit juste une occasion de se présenter mutuellement. Passant à autre chose, elle renifla de nouveau, ne comprenant pas pourquoi la forte odeur avait disparu. Son père louait sa capacité à discerner l'odeur et la présence des misérables héros. Pour aider tout le monde, la jeune démone fut encouragée à utiliser ce don pour les siens. Elle le serra fort, promettant d'obéir, mais son nez fut soudainement interrompu par l'odeur d'un cookie. Mélo leva le biscuit au nez de la démone et, voyant sa confusion, expliqua qu'elle et Gabu faisaient une bataille de goûter. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle propose de partager ses délicieuses friandises. Vin est d'abord déconcertée, mais aucun refus ne put convaincre la petite de s'en aller. Ainsi, elle prend une bouchée. Sol se promenait, appelant bruyamment l'enfant et son animal. Ce n'était pas le meilleur moment pour se promener, surtout avec l'arrivée du nouveau commandant ce jour-là. Il entend une voix familière et faiseuse de troubles à proximité et repère le buisson où le petit groupe se cache. Mélo le salue joyeusement, mais à sa surprise, il y avait un visage inconnu. Tandis que Vin est confuse en l'appelant professeur, il est aussi stupéfait de voir un démon si près. C'est alors qu'une sombre réalisation le frappe en voyant toute sa forme. Devant lui se tenait une chimère. Elle se leva soudainement et s'envola vers le ciel, disant qu'elle rentrait chez elle et partant sans un mot de plus. Mélo regarda et applaudit en voyant la jolie silhouette de sa nouvelle amie, agitant la main en demandant de rejouer bientôt. Contrairement à ses cris joyeux, les yeux de Sol étaient vifs, méfiants envers l'être qui venait d'entrer dans leur vie. Inconsciente du danger, la fille la présenta joyeusement, mais il ne pouvait croire qu'elle soit amie. Après tout, il avait eu une terrible rencontre avec des chimères 10 ans auparavant. Presque 2 ans après le début de leur mission, le groupe des héros avait combattu la chimère sur la forteresse des 3 têtes. Des enfants, recousus et se déplaçant sans esprit, se jetèrent sur eux avec des corps inhumains. Il devenait difficile de suivre et ils devaient de compter les uns sur les autres pour se couvrir. Cela dit, il n'y avait pas de temps pour la gratitude. Toujours en plein combat, Sol demanda au prêtre s'il pouvait s'occuper des victimes. Koto fit tout ce qu'il put avec ses capacités, mais c'était impossible, même avec la magie sacrée, de ramener ceux qui avaient déjà été souillés. Tandis que Dion serrait les dents de colère, une voix parla disant que la sorcellerie humaine ne pouvait défaire un tel pouvoir. Ils levèrent les yeux vers le ciel et virent le coupable derrière tout cela. Bondissant vers lui de colère, Rina déchaîna un sort de serpent de feu déchaîné qui fonça vers la cible assise nonchalamment à proximité. Malgré la puissance de la magie, le démon sourit et, bougeant à peine la main, annula complètement le sort. C'était un être méprisable qui utilisait des enfants humains comme noyau pour créer des soldats chimères sans esprit. En larmes, elle se demande comment il a pu faire une chose si vile. Balaam sourit en regardant ces humains pathétiques. Il leur donne la force qu'ils n'auront jamais parce qu'il les aime tant.
Le traité de Cruel était insultant, surtout vu comment il leur a donné du pouvoir et ils essaient de tuer les enfants. Dans cette situation, ce sont eux les vrais meurtriers, d'autres chimères sortirent du château. En les voyant, la rage envahit tout le corps de Sol, le poussant à charger le démon atroce. 10 ans plus tard, il regarde Vin s'envoler et réalise que le nouveau commandant est un vieil ennemi. De retour à la tour des autorités démoniaques, Balaam salua sa fille et lui demanda si elle avait trouvé quelque chose. Au lieu de répondre, elle se jeta simplement dans ses bras, fatiguée de cette journée mouvementée mais improductive. On lui dit de se détendre et qu'il n'y a pas besoin de se presser. Ils créeront un monde harmonieux d'humains et de démons, et elle sera l'héroïne pour réaliser ce rêve, sa plus belle création. 10 ans ont passé, mais Sol n'a rien trouvé d'aussi épouvantable que la bataille contre les chimères. Ils étaient entourés d'enfants humains démembrés et sans esprit, forcés de tuer chacun d'eux pour se sauver. Alors qu'ils n'avaient d'autre choix que de s'y résoudre, Balaam riait en les regardant, amusé de la facilité avec laquelle ils écrasaient ses créations. Dion apparut derrière lui en un clin d'œil, brandissant sa lame. Au lieu de craindre, le démon est fasciné par la scène, il esquive facilement tout en louant le pouvoir du soi-disant héros. C'était impressionnant, c'est sûr. Et pourtant, Sol apparut juste après lui, détenant un potentiel encore inexploité. Ils étaient encore jeunes et avec beaucoup de marge de progression. Fixant l'épéiste dans les yeux, il dit qu'il attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Actuellement, ce même épéiste était chez lui, se remémorant le souvenir horrible de leur rencontre avec la chimère. Il ne peut laisser cette jeune fille s'approcher de Mélo, quoi qu'il arrive. Juste à ce moment, l'enfant entre dans la maison et est immédiatement réprimandé pour s'être éloigné seul. Ses plans sont vite brisés quand Vin la suit et entre chez lui. Elle dit qu'elles se sont rencontrées en promenant Gabou. C'est la première fois qu'elles sont correctement présentées l'une à l'autre. Il l'observa en silence tandis que la nouvelle fille refusait les cookies offerts par Mélo et fut finalement forcée de les manger. Elle les recracha et s'étouffa, dégoûtée par le goût. Malgré leurs réactions opposées, Sol réalisa que la chimère était pleinement consciente, contrairement à celle qu'ils avaient combattue auparavant. En fait, elle a assez de culot pour lui reprocher de la fixer, on leur dit de monter et de rester à l'intérieur s'ils veulent jouer. Alors qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas risquer que quiconque les voie avec des démons, Claude arriva aussi. Ses yeux rencontrent ceux des chimères et elle se fige de confusion quelques instants. La regardant, elle demande si l'auditrice est une des laquais de son père. Suivant l'appel de Mélo, elle monte au 2e étage exigu pour jouer. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'auditrice se retrouve plaquée au mur. C'est une combattante habile, mais elle ne pouvait échapper au regard intimidant de Sol qui l'accusait de savoir quelque chose. Pour une raison ou une autre, elle rougissait en lui demandant ce qu'il voulait dire. Il est révélé que la fille est la fille du colonel Balaam. Cela confirme ses craintes et ses soupçons. Il nie connaître le commandant, mais devine qu'être sa fille doit être un casse-tête. À ce moment, Claude se souvient comment Vin avait senti quelque chose d'étrange dès leur entrée dans la ville. Ainsi, elle s'adresse à l'homme avec une question. Avec une tension palpable dans l'air, elle lui demande franchement s'il a un lien avec le héros. L'auditrice retint son souffle en attendant, et comme quelqu'un avec des années d'expérience, et il feignit l'ignorance, la traitant même de folle pour cette question. Poussant plus loin, il insiste que même parler de telles choses ainsi est dangereux. Soupirant devant ses idées farfelues, il se figea soudain en remarquant quelque chose. C'était terriblement silencieux. Elle pense que les deux doivent être sages, mais en tant que parent adoptif, il sait que le silence des enfants signifie qu'ils préparent un coup. Sol grimpa rapidement au grenier. Comme prévu, il fut accueilli par une pièce vide. Là, près de la fenêtre ouverte, se trouvait une lettre disant que les deux étaient partis explorer. Fumant de frustration et d'inquiétude, l'adulte sauta par la fenêtre pour les chercher, laissant même la soldate derrière. Elle le faisait courir partout et elle ne semblait pas comprendre à quel point il est dangereux pour les gens de la ville de voir qui elles sont vraiment. Au milieu de la ville, une foule commença à se former. Un groupe d'hommes fixait les deux jeunes, la malice suintant de leur corps. Les deux amis volaient au-dessus de la ville, Mélo piaillant de joie en s'accrochant aux puissantes pattes de Vin. Entendant ces éloges, la chimère fit la fière, bien qu'elle ait visiblement du mal à transporter un passager. Elle se moque de l'enfant qui a rêvé de voler alors qu'elle ne peut même pas le faire normalement. C'est indéniablement gênant de ne pas avoir une compétence aussi basique, mais Mélo rétorque qu'elles peuvent au moins voir toute la ville ensemble ainsi. Cette connexion étrange touche le cerveau de Vin quelque part, mais le moment est brisé car l'humaine gênante demande de s'arrêter quelque part pour déjeuner. Heureusement, l'estomac de la démone gargouilla en signe d'accord. Elle décide de s'arrêter à un marché après avoir vu de la fumée à proximité. Les rues étaient remplies d'étals de nourriture, tous offrant des repas et des collations succulents. Brochettes, sucreries et d'innombrables options délicieuses entouraient les enfants. C'est la première fois que Vin découvre un tel environnement et elle ne peut s'empêcher de briller d'admiration en marchant. Juste à ce moment, quelqu'un les remarque et attire l'attention de tous, disant qu'un membre de l'armée démoniaque les dérangeait, même un jour de marché.
Alors que beaucoup la fixaient et grognaient, la chimère leur rendit leur regard, demandant s'ils avaient un problème avec elle. Mélo repère quelqu'un et interrompt la conversation. Elle montre un camarade de classe qu'elle a trouvé à proximité, mais le garçon la fixa avec indignation. La petite fille courut vers son ami, demandant s'il voulait jouer et manger, mais on lui demanda alors des comptes sur ses actions. Bouillonnant de haine, le garçon demanda pourquoi elle traînait avec un démon. Il répéta sa question, maintenant à voix haute, en pointant la chimère. Tandis qu'il se cachait, effrayé par ses propres paroles, Mélo n'y prêta aucune attention, racontant comment elles étaient devenues amies la veille. C'était une déclaration ridicule et incroyable, surtout venant de leur espèce. Se lier d'amitié avec leurs agresseurs était tout simplement inacceptable. La fille fut d'abord surprise, mais témoigna joyeusement de la gentillesse de Vine, disant qu'elle était arrivée il y a seulement quelques jours. Elle fut poussée au sol, empêchée de s'approcher d'eux. Cependant, cela se passe juste devant la nouvelle amie de la fille, qui déborde maintenant de colère en remettant en question ses actions. Quelques témoins sont inquiets et envisagent d'appeler l'armée, mais ils sont sûrs qu'elle prendra le parti du démon. L'armée leur a infligé tant de douleurs. Même si Vine était un démon, elle n'est qu'une enfant et peut être tuée de leurs propres mains. Réalisant ce qui se passait, Mélo les arrête, disant qu'elle ne permettra à personne de se battre. Tandis qu'elle s'approchait, le pouvoir du héros s'échappait de son petit corps. Vine remarque de nouveau l'odeur du héros pendant une fraction de seconde. Fléchissant ses griffes, elle se demande si sa cible est parmi eux, ignorant que c'est son ami. Juste à ce moment, les hommes armés de couperets chargèrent, mais ils furent tous arrêtés, alors qu'une voix sévère fit geler tout le monde. Sassa s'approcha de loin, chevauchant un grand démon et demandant aux citoyens s'il y avait un problème quelconque. Comprenant qu'ils étaient à dépasser, ils se turent et nièrent. Pendant ce temps, Vine tournait la tête, cherchant toujours l'ennemi. Quand on lui dit qu'il serait préférable de retourner au quartier général pour l'instant, elle conclut aussi qu'elle ne sent plus le héros. La sage chimère sauta alors sur la monture de l'officier, laissant sa petite amie derrière. Mélo la fixa comme si elle voulait l'empêcher de partir. Bien qu'elle ait rendu le regard quelques instants, elle tourna la tête et laissa l'humaine derrière avec les siens. C'est alors que Sol arriva en courant, épuisée après l'avoir cherché partout. Finalement, elle était en sécurité dans ses bras. Plus tard, Vine se prélassait au milieu de sa chambre, fixant le plafond, réfléchissant profondément aux événements de la journée. À l'époque, elle avait bien senti la mauvaise odeur d'un héros. Une idée d'une possibilité indésirable lui vient, mais un coup frappe soudainement, interrompant ses pensées. Balaam vint la voir et demanda si les habitants avaient donné du fil à retordre à la jeune. Ils en parlent un moment et il se sent mal qu'ils ne puissent tout comprendre à quel point elle est merveilleuse. Le silence règne un instant jusqu'à ce que le commandant aborde le sujet de la nouvelle amie de sa fille, sa toute première. Il prononce le nom de Mélo avec une trace de malice dans son sourire et partage qu'il aimerait rencontrer l'enfant bientôt pour lui dire bonjour. Mélo est déprimée depuis ce jour, tandis qu'elle marchait à côté de Sol, ses pas et sa tête étaient lourds. Il se souvient de sa conversation avec Claude, où il l'avait pressé d'obtenir plus d'informations sur Vine. Malheureusement, elle n'était pas en mesure d'en dire plus que ce qu'elle avait déjà. Négociant et voulant savoir pourquoi elle entrait dans les villes humaines, on lui dit qu'elle peut sentir des pouvoirs spéciaux. Il a longuement réfléchi à cette information. Marchant maintenant derrière son enfant triste, il lui demande soudainement d'arrêter de jouer avec Vine à partir de ce moment. La fille le questionne immédiatement, ne comprenant pas pourquoi même lui dirait cela, étant donné que son ami n'a rien fait de mal. Vu sa position, même si elle n'est pas maléfique, on ne sait pas comment elle pourrait l'influencer. Se penchant sur Mélo, il lui rappelle qu'elle n'est qu'une humaine et une enfant de surcroît. Sentant ses émotions, il s'accroupit à sa hauteur, lui disant qu'elle appartient au monde des humains, là où sont aussi ses parents. Exaspérée, elle rétorque qu'elle n'a jamais rencontré ces gens et ne les connaît pas. Ces mots le frappent, d'autant plus quand elle affirme que Vine est bien plus importante que des inconnus. Tournant les talons, elle s'en va seule, déclarant détester son professeur qui ne comprend rien. Soul ne peut que se gratter la tête et soupirer de résignation, se rappelant une fois de plus à quel point élever un enfant est un travail de titan. Mélo s'enfuit, se demandant pourquoi tout le monde était si méchant, juste parce que certains étaient différents. Qui avait-il de mal à être différente? Pourquoi l'empêchait-il de jouer avec son ami? La tête pleine de ses pensées, elle arrive à l'école comme d'habitude, puis entend une mère demander pourquoi son fils était si difficile avec la nourriture. Il insiste qu'il n'aime pas le poisson sans même y avoir goûté une seule bouchée. S'il continue ainsi, il ne saura jamais ce que c'est que de manger quelque chose de délicieux. Leur conversation donne à Mélo une idée de génie. Il lui faut quelques instants pour faire le lien, mais elle y parvient finalement et agit aussitôt. Ni une ni deux, elle s'enfuit de l'école avec un sourire. Elle en conclut que tout le monde était difficile, sans même rien savoir de Vine. Pour résoudre ce problème, elle se rend sans peur au quartier général des démons pour inviter son ami à venir jouer avec tout le monde. Tandis que l'enfant se tenait fièrement à l'entrée, le garde l'a fixé, se demandant ce que cette gamine fabriquait.
Avant qu'il ne puisse réagir, elle prend une grande inspiration et hurle le nom de Vin, lui disant de sortir jouer. Claude apparaît et lui met la main sur la bouche, lui demandant ce qu'elle faisait là. La fillette est surprise de la trouver là aussi, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'auditrice l'emporte loin de quiconque pourrait causer des ennuis. Un peu plus loin dans les bois, elle avertit Mello qu'il est dangereux pour une enfant humaine de s'y promener seule. Interrogée sur Saul, l'enfant se souvient de ses instructions sévères et dit qu'elle ne se soucie plus de lui. Après tout, elle est venue jusqu'ici pour jouer avec l'ami qui lui manque tant. Claude souligne doucement à quel point Saul tient à elle. Alors qu'elle se plaint de ne pas pouvoir jouer avec Vine, Balaam apparaît et se joint à leur conversation. Un moment de gêne s'installe alors qu'elle se tourne vers lui. Tandis que l'auditrice tombe à la renverse sous le choc, Mello demande simplement qui il est, alors il se présente comme le père de Vine. Confirmant que la petite fille est l'amie de sa fille, il la remercie d'être si gentille et lui demande de raconter ce qui s'est passé. Alors qu'elle commence à répondre, Claude, qui avait déjà senti l'interrogatoire, tente de l'arrêter mais on lui dit de retourner à ses fonctions pendant qu'il parle. Le ton doux se transforme en un ordre sévère, les laisser tous les deux discuter. Son expression s'illumine à nouveau quand elle réalise qu'elle n'a pas le choix. S'étant débarrassé avec succès de l'auditrice, Balaam mentionne qu'il sait que quelqu'un a aidé Vin à traverser les expériences désagréables en ville. Il lui demande pourquoi elle s'est liée d'amitié avec la petite. Mello y réfléchit profondément, mais à sa grande confusion dit qu'elles sont devenues proches grâce à un simple cookie. La petite fille raconte ensuite l'histoire, depuis leur bataille de goûter jusqu'au moment où les adultes les ont encerclés. Pour conclure, elle dit que c'était une expérience amusante. Malheureusement, les gens continuent de dire des choses méchantes juste parce que Vin est un démon. Elle ne comprend pas, elle qui veut juste que tout le monde s'entende bien. Ces mots l'intriguent. L'ignorance est la racine de la peur et comme elle n'a pas peur, il dit qu'elle doit être très intelligente. Puisque tout le monde n'est pas aussi malin qu'elle, cela posera un problème pour la ville. Mello ignore ses méthodes et se demande ce qu'elle peut faire pour changer leur avis. Avec un sourire malicieux, Balaam suggère qu'elle devienne une chimère, tout comme Vine. La satisfaction se répand sur son visage. En entendant la proposition, Mello demande si elle pourrait voler dans le ciel comme Vine. Balaam le confirme immédiatement, ajoutant même que sa fille ne serait plus si seule si elle avait quelqu'un comme elle. Les yeux de la petite fille s'ouvrent, pleins d'émerveillement et de réflexion, tandis qu'il pense ouvertement à ce que sa fille pourrait ressentir. Il continue d'inciter l'enfant à accepter, alors elle se souvient des moments heureux passés ensemble, ainsi que de toutes les méchancetés subies, juste parce qu'elle était différente. Plus que son école, la seule véritable amie qu'elle ait trouvée est Vine, comme si elles étaient deux âmes sœurs. Si c'est une chance de la rendre heureuse, alors Mello était plus que prête à faire ce qu'il fallait. L'espace entre s'illumina et tourbillonna, Balaam la considérant comme une enfant vraiment gentille et douce. Pendant que tout cela se passait, Claude courait à travers la ville aussi vite qu'elle le pouvait. Elle savait de quoi le colonel était capable car il était célèbre pour la création de chimères dans l'armée. Il était difficile de croire qu'il s'était soudainement intéressé à une enfant humaine, alors elle se précipita vers Saul aussi vite que possible. Il est juste surpris de la voir revenir si tôt. L'officier rapporte d'urgence que le commandant a emmené Mello au quartier général. Ces mots le frappent de plein fouet et il essaie de comprendre la situation actuelle. Il n'y avait pas beaucoup de temps, alors il se dirigea immédiatement vers l'endroit où l'enfant pourrait se trouver. Il n'y avait que quelques démons en garde, mais pas d'enfants humains. Étant donné qu'elle n'était pas non plus à l'école, elle devait vraiment avoir été emmenée par Balaam. Claude s'excuse de ne pas avoir réussi à l'arrêter, bien qu'elle ait été là quand c'est arrivé. Ils ne peuvent plus perdre de temps car le colonel pourrait déjà être en train de faire quelque chose à son corps. Il demande si l'auditrice peut faire quoi que ce soit avec l'autorité qu'elle a, mais elle avait les mains liées. Le colonel, avant d'être un officier militaire, se tenait au sommet des démons et se classait des ligues au-dessus d'elle. Réalisant qu'il n'avait vraiment pas le choix, Saul prend sa décision. Elle halète en voyant une nouvelle lueur puissante dans ses yeux. Le plan est maintenant de s'infiltrer et de récupérer l'enfant de leurs griffes. Claude le supplie de lui permettre de l'aider, croyant qu'elle partage une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé. Avec son approbation, elle partage le plan de la base et on lui dit qu'il a une autre faveur à demander. Dans la tour, un garde démon fait paresseusement ses rondes habituelles, bâillant même en marchant, inconscient de la menace qui plane d'en haut. Il est la première victime de l'infiltration de Saul. L'humain était officiellement dans les couloirs ennemis. D'après les dires de Claude, Balaam a quelques pièces où il vit pratiquement. Il y a un passage vers ses quartiers privés, mais la sécurité est si stricte que même elle n'a jamais pu y passer. C'est facilement vérifiable par le nombre impressionnant de gardes postés dans la zone. Ils étaient tous armés et alertes, contrairement à ceux de l'extérieur. Juste avant le début de l'opération, il a demandé à Claude une dernière faveur. Piquant ses muscles, il lui a demandé de démolir 1 ou 2 bâtiments à l'avant avec sa force brute.
Il entend le résultat de l'officier suivant les ordres, tout comme les gardes du passage. Ils sont restés à leur poste pour l'instant, mais un démon est arrivé en courant et a rapporté que les enclos à bétail s'étaient effondrés. Les bêtes couraient en liberté et ils avaient besoin d'aide pour maîtriser la situation. C'était une pagaille monstre rien qu'à la description, ce qui signifie que Claude avait parfaitement réussi sa mission. Avec quelques gardes déjà blessés par les monstres enragés, les gardes se précipitent pour aider. L'un d'eux est resté pour surveiller car le prochain quart était sur le point de commencer de toute façon. Laissé seul, il soupire et se sent mal pour celui qui est en charge de cette grange. Il était loin de se douter qu'il allait subir un sort bien pire. Le dernier garde à terre, Soul n'avait plus qu'à trouver les quartiers privés dans l'une des chambres devant lui. Tentant sa chance, il vérifie lentement chaque pièce. Il se retrouve dans un endroit sombre et lugubre. L'indicateur le plus flagrant de son mauvais choix est la chimère enragée qui lui saute dessus. Vin attaque et exige de savoir ce qu'un sale humain faisait dans sa chambre. Il y a 3 ans, dans le laboratoire de Balam, il était juste temps pour sa plus grande création de se réveiller. Un jour, les chambres des chimères s'ouvrirent, libérant une jeune fille dans les bras de son père. Vin prit sa toute première inspiration de vie et le colonel démon était là pour accueillir sa douce fierté et sa joie. Encore étourdie, elle fixa l'homme qui se disait son père. Puisque le jour de sa naissance est extrêmement spécial, il avait préparé un bouquet de fleurs pour l'accueillir dans le monde. Ses yeux brillaient d'amour et de joie, inconsciente des autres scientifiques démons autour d'eux, nettoyant les cadavres des autres chimères qui n'avaient pas eu autant de chance ou de succès qu'elle. Maintenant, elle se retrouvait enfermée dans une bataille contre cet humain qui était soudainement entré dans sa chambre sans permission. Soul recula, maudissant sa malchance qui l'avait mené dans cette pièce de toutes les pièces possibles. Il essaie de prendre un peu de distance pour l'instant, mais elle a compris et le charge sans relâche à une vitesse incroyable. Il esquive de justesse, subissant même une légère éraflure au bras. Les attaques continuaient et bien qu'il bloque tout, il perdait un temps précieux sans faire de progrès. S'il ne se dépêche pas, il sera trop tard et ne pourra pas sauver Mélo de Balam. Dans ce cas, il esquive la prochaine attaque et tourne rapidement derrière la jeune adversaire. Il la frappe dans le dos et enfonce sa lame, prenant la chimère par surprise. Réalisant à quel point il est une menace, elle évite le coup suivant et recule de plusieurs mètres. Elle demande comment diable il connaît son point faible, alors il se contente de dire qu'il a déjà eu affaire à son espèce. Ce qui fonctionne le mieux sur les chimères, c'est de cibler leur point de jonction. Pour elle, c'est la ligne horizontale qui traverse son dos. Il ne peut s'empêcher de se moquer de la tête effrayante qu'elle faisait. Mais Vine était vraiment enragée et déterminée à tuer cette horrible personne à tout prix. Apparemment, elle ne se battait même pas correctement avant. Leurs mouvements s'annulaient plus ou moins, mais il manquait de temps, et en faire trop pourrait alerter le commandant de ce qu'il faisait. Voyant la chimère charger une frappe puissante cette fois-ci, il n'a pas le choix et doit tout miser sur une contre-attaque. De retour dans le laboratoire de Balam, la lumière d'une chambre verte éclairait le scientifique et son sujet. Il fredonnait joyeusement en passant en revue les divers outils qu'il allait utiliser. Étendu sur la table se trouvait Mélo, à qui il chantait déjà joyeux anniversaire. Allant encore plus loin, il la revendique comme son enfant. Le scalpel atteint son cou et il est sur le point de couper, mais il est interrompu par un bruit fort venant de l'extérieur. C'était toute une agitation, mais il voit Vine près de la porte, ayant apparemment géré la situation seule. Essuyant le rouge sur elle, elle le confirme, disant que l'intrus a été éliminé pour l'instant. Balam admet qu'il ne supporte pas que de petits intrus sournois parviennent à se faufiler, surtout quand ce sont des indigènes devenus violents. C'est ennuyeux et ils doivent faire en sorte que tout le monde accepte la paix bientôt. C'est alors que Vin remarque la fille inconsciente sur sa table d'opération et demande ce qu'elle faisait là de tous les endroits possibles. Il comprend qu'elle doit parler de son ami et lui explique que l'enfant est venu lui rendre visite, tout inquiète de ce qui s'était passé l'autre jour. Pour les aider, il va faire en sorte qu'elles puissent être ensemble pour toujours. Ces mots résonnaient dans sa tête, il allait en faire une autre, elle. Ainsi, elle demande sans détour s'il essayait de lui trouver un remplaçant. Le regard sévère et ardent sur son visage le prend par surprise, mais il s'en moque rapidement, déclarant que personne ne pourrait jamais remplacer sa fille bien-aimée. On lui dit qu'il pensait juste qu'elle pourrait être seule, elle déclare qu'elle n'a pas besoin de tel compagnon, allant même jusqu'à repousser la table d'opération d'un coup de pied. Fixant la fille humaine au sol, la chimère dit que son père lui appartient et à elle seule. Aucune d'elles n'a besoin d'une autre elle. Balam voit l'expression sur le visage de sa fille et comprend. Lui donnant une tape rassurante sur la tête, il s'extasie sur le côté égoïste, si rarement vu, mais si adorable, de sa fille. Il continue de lui frotter la tête, mais est interrompu par un garde qui entre dans la pièce et rapporte que toutes les bêtes échappées ont été maîtrisées. Tandis que le colonel les félicitait, Vin fixa Mélo, puis se tourna vers elle. Étonnamment, elle donne un coup de pied à son ami vers le garde, lui disant de la jeter dans un endroit que ses yeux ne peuvent atteindre. Il est déconcerté et parvient à peine à rattraper le corps, mais avec une répétition sévère de son ordre, il confirme l'ordre avec hésitation.
Pour la soutenir, Balaam sourit et lui dit de continuer son bon travail, encourageant le démon à partir. Plus tard, il soupire de manière espiègle sur la jalousie désespérée de sa fille. Juste au moment où elle allait partir, Vin l'appela une dernière fois, admettant timidement qu'elle l'aimait plus que tout. Avec une expression tendre, il dit qu'il le sait très bien. Le garde obéit aux ordres et transporte Mélo dans la forêt à l'extérieur. Il soupire devant la tâche supplémentaire qu'il a reçue, alors qu'il pensait en avoir fini pour la journée. Frissonnant et regardant autour de lui, le démon ne peut s'empêcher d'avoir faim après cette longue journée. Comment pourrait-il jeter la nourriture qui était juste dans ses bras, comme si elle le tentait pour un repas? Il venait d'ouvrir sa gueule pour prendre une grosse bouchée de sa friandise, quand Claude apparut pour lui asséner un puissant coup de pied à la tête. Alors que cela projette le démon au sol, elle peut enfin respirer de soulagement, car elle voit que Mélo était complètement saine et sauve malgré tout. Maintenant, Saul n'avait plus qu'à ressortir sans rencontrer de problème. Alors que la nuit tombait enfin, les fenêtres de la chambre de Vin s'ouvrirent, la chimère vérifia ses environs pour d'éventuels témoins et s'envola furtivement dans la nuit. En atteignant la forêt un peu plus tard, une voix parla et lui reprocha d'être en retard. C'était Saul, debout près des arbres et fatigué de toute l'attente qu'elle lui avait imposée. Tous deux confirmèrent que Mélo était en sécurité après que le garde-démon l'eût emmené dans la forêt. Malgré leur accord, l'humain n'était pas sûr qu'elle tiendrait sa part du marché. Quelques heures auparavant, ils s'étaient affrontés. Tandis que Vine avançait ses griffes, Saul lui attrapa le bras pour lui montrer son visage et lui rappeler qu'il était le tuteur de son ami. Le souvenir de Mélo appelant quelqu'un son professeur refait surface. Il révèle ensuite qu'il est venu secourir l'enfant que Balaam a capturé pour lui-même, principalement dans le but de la remodeler. L'augmentation était le processus de création d'une chimère. Saul lui demande de l'aider à sauver la petite, mais pourquoi ferait-elle cela ? Pour une chimère, les humains sont des nuisibles et un père est l'existence ultime qui soit. Cela dit, on lui demande si elle est d'accord pour être remplacée par une autre création. La vérité et la possibilité que cela se produise s'infiltrèrent dans son cœur. Le suppliant pratiquement de l'aider, il propose de lui parler du pouvoir du héros en échange. Ayant tenu sa part du marché, Vin exige maintenant qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur le pouvoir du héros. On lui dit que c'est pour elle et son père. Saul ne peut s'empêcher d'être impressionné par sa dévotion. Avant de parler, il a une condition qu'elle doit remplir. Le battre en duel, il ne tenait qu'une petite branche d'arbre et même avec une arme appropriée, l'idée de perdre contre lui fait ricaner la chimère. Cependant, l'arrogance ne dure pas longtemps car il libère son énergie assez forte pour faire onduler le vent à travers la forêt. Il débordait de puissance et elle n'en croyait pas ses yeux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il apparut derrière elle en un clin d'œil. Un coup rapide l'envoie voler, à un moment qu'elle passe à se demander comment il a bougé si vite. Tandis qu'elle reprend pied, il lui explique qu'il ne pouvait laisser personne le remarquer plus tôt, mais qu'il peut maintenant se lâcher dans la forêt. Elle invoque aussi son énergie, maudissant l'humain et lui disant de ne pas devenir arrogant. Ses griffes renforcées frappent fort, mais sa cible avait complètement disparu au moment où elle y était. Comme s'il jouait avec elle, il apparaît alors à ses côtés et lui enfonce un genou profondément dans le ventre. Alors qu'elle se pliait en deux de douleur, il lui rappela qu'elle s'était moquée de la bataille, soi-disant facile. Cela réussit à la provoquer et la pousse à charger imprudemment, se demandant qui diable il était. Esquivant parfaitement les attaques de l'enfant, il ignore la question d'un air impassible, Vin déchaîné, coup après coup, sans fin, mais aucun de ses mouvements n'a réussi à l'atteindre. D'un autre côté, il lui attrapa rapidement le bras et la fit tomber, la faisant rouler sur le sol froid et dur. Elle se releva, serrant les dents, mais toujours désireuse de continuer le combat. Cependant, la branche de Saul apparut à quelques centimètres de son œil. Comme un homme armé de vraies armes, la puissance débordait de son corps alors qu'il lui demandait si elle en avait assez. C'était comme si une bête enragée et froide la fixait, montrant ses crocs et prête à tuer à tout moment. La peur parcourut tout son corps. Le match était terminé juste comme ça, et elle se planta dans le sol de colère, hurlant qu'elle n'avait même pas pu battre un simple humain. C'est inacceptable pour quelqu'un qui doit être plus forte que n'importe qui d'autre, tandis que les larmes coulaient sur son visage. Saul la regarda en silence jusqu'à ce qu'elle se calme. Avec une seule question en tête, il lui demande ce qu'elle ressentait vraiment pour Mélo. Vin est surprise par la question et dit qu'elle ne se soucie pas de cette fille, qui la suit partout et l'appelle son amie. Elle la fait manger des choses dégoûtantes et même si elle est humaine, elle essaie de protéger un démon de sa propre espèce. Elle se met même entre Balaam et elle, en pensant à tous ses précieux souvenirs avec Mélo. Vine la qualifie d'irritante, c'est le moins qu'on puisse dire. Saul comprend mieux la situation grâce à sa réaction et sa réponse. Il se retourne, disant avec hauteur qu'elle n'est qu'une gamine malgré ses compétences. Après tout, une gamine est quelqu'un qui fait des caprices parce qu'elle ne comprend pas ses propres sentiments. La chimère le réfute, se qualifiant de création spéciale de son père, mais il la coupe, demandant comment quelqu'un de spécial pourrait perdre face à un simple humain. Son ego touché une fois de plus, il lui ordonne de garder sa journée honteuse pour elle,
du moins jusqu'à ce qu'elle puisse réellement le battre, à moins qu'elle ne veuille décevoir son père. Mettant leur accord en suspens pour un temps, il la charge de comprendre pourquoi Mélo l'irrite tant. On lui dit de considérer cela comme un devoir, elle se plaint de l'injustice, mais c'est naturellement le cas. Après tout, c'est un adulte. Juste comme ça, l'homme disparaît de sa vue, laissant la démone perplexe contempler ses sentiments envers son ami. Soul pensait que les sentiments de sa fille étaient à sens unique, mais ce n'était peut-être pas le cas. Quoi qu'il en soit, cela devrait calmer la chimère. Le plus gros problème est son pouvoir, qu'il a reconnu sur le champ. Une seule rencontre a suffi à lui dire que Balam avait utilisé le cadavre de Dione comme noyau pour la chimère. Mélo est de retour dans son lit et dort paisiblement, tandis que Soul et Claude la regardent. Claude laisse Soul seul avec sa fille adoptive. L'homme est stressé car il ne faudra pas longtemps avant que Balam ne découvre le pouvoir de Mélo. Il pense à déménager, mais il déteste que cela ne fasse que faire perdre à Mélo un autre foyer et la fasse errer à nouveau. Il se souvient de toutes les fois où ils ont fait cela et comment ils sont condamnés à le répéter éternellement. Il tapote la tête de la petite fille endormie et se demande s'il l'a bien élevée. Gabou, qui est allongé juste à côté de Mélo, regarde Soul et voit à quel point son visage est sérieux. Le lendemain matin, Mélo descend de sa chambre juste après s'être réveillé. Son humeur est excellente en voyant Claude préparer la table pour leur petit déjeuner. Soul salue ensuite la petite fille. Mélo se souvient de sa colère envers lui et est agacé par sa présence. Soul lui dit qu'elle doit venir dans le jardin après le petit déjeuner. Claude lui dit de ne pas brusquer Mélo car elle est encore en convalescence. Mais l'homme lui répond froidement que ça ne la regarde absolument pas. Plus tard, Mélo arrive dans le jardin où Soul l'attend, 2 épées en bois à la main. Il en donne une à Mélo et dit à la petite, un peu perdue, qu'elle doit s'en servir pour le bloquer. Sol la frappe alors soudainement à la tête. La fillette est furieuse, mais il lui rappelle qu'il l'avait prévenue de bloquer avec son pouvoir. Sol pointe son épée en bois vers elle et lui dit qu'il doit l'entraîner pour qu'elle survive. Il explique qu'il a fait une erreur en lui disant de ne jamais utiliser son pouvoir, car elle n'a jamais appris à le contrôler et qu'en conséquence, elle partirait toujours en vrille. Il dit qu'il va lui apprendre à maîtriser son pouvoir et démontre sa propre maîtrise en recouvrant son corps d'une énergie violette. Il transfère ensuite toute cette énergie à l'épée qu'il tient et dit à Mélo de faire de même avec la sienne. Mélo ferme les yeux pour concentrer son énergie sur son épée en bois. Elle libère son énergie dorée, mais celle-ci pulvérise son épée en 1000 morceaux, ce qui pousse Soul à la frapper encore une fois sur la tête. Il lui dit de contrôler son débit. La petite fille essaie encore et encore, mais cela ne fait que lui valoir des coups sur la tête à répétition. Cela met Mélo en colère, qui concentre alors toute sa puissance et sa fureur sur son maître. Elle fonce sur Sol pour l'attaquer. Sol lui dit que malgré son pouvoir intense, sans contrôle, elle est encore pleine de failles. Il parvient à esquiver son coup de pied sauté avec aisance et contre-attaque en lui donnant un coup de coude, la projetant contre la structure en bois voisine qu'elle brise. Sol lui dit de prendre les choses au sérieux. Mélo sort de la structure en bois, agacée mais indemne. Elle dit à son maître qu'il n'y a absolument aucun moyen pour elle de contrôler son pouvoir. Pendant ce temps, Balom est dans l'obscurité. Il observe un verre de produit chimique qu'il tient dans sa main. À l'intérieur du récipient se trouve une unique mèche de cheveux. Le verre se brise, laissant tous les produits chimiques se répandre. Balom se souvient avoir prélevé l'échantillon de cheveux de Mélo. Il sourit d'un air maniaque à l'idée de savoir enfin qui est Mélo. Claude est à la cafétéria du QG de l'armée des démons, déjeunant comme les autres démons. Ses pensées sont tournées vers Mélo et se demande si elle va bien. Elle s'empêche d'y penser, se justifiant qu'elle fait partie de l'armée des démons et qu'elle ne reste à la maison que pour étudier la force de Sol. Balm apparaît alors devant elle, l'air aussi joyeux et enjoué que jamais. Claude est troublé quand le colonel démon lui passe le bras autour des épaules. Balm lui demande de faire une petite chose pour lui. Claude ne réalise pas que Balm vient de lui poser un insigne sur l'épaule. Ailleurs, dans le jardin de Soul, Mélo se concentre en prenant une posture de combat à l'épée. Elle libère son pouvoir doré et parvient à le transférer vers son épée. Elle est ravie de voir qu'elle y est enfin parvenue. Soul charge alors soudainement sur elle. Elle bloque son coup, mais il est si puissant qu'elle est projetée en arrière. Mélo se relève en pleurant, se plaignant de la méchanceté de son maître. Soul lui rappelle qu'elle s'entraîne pour sa survie. Il lui met bien dans la tête que personne ne se souciera de ses sentiments si on l'attaque. Elle ne doit donc jamais baisser sa garde. La petite fille, déconcertée, demande pourquoi quelqu'un la poursuit. Soul lui dit que même si elle ne se soucie pas de ses parents, ce sont eux qui lui ont donné son pouvoir. Il lui explique qu'ils utilisent leur pouvoir pour aider les gens et combattre les forces du mal. Il lui dit aussi que son pouvoir attire les mauvaises personnes, qu'elles le veuillent ou non, et que le mieux qu'elle puisse faire est d'apprendre à l'utiliser suffisamment bien pour se protéger. Il ajoute que tout ce qu'il souhaite pour elle, c'est qu'elle décide elle-même à quoi elle utilisera son pouvoir une fois qu'elle aura appris à s'en servir. Mélo assimile ses paroles et se concentre pour équilibrer à nouveau son pouvoir. Elle ne fait aucun progrès, alors elle pique une crise de colère, se plaignant de la difficulté à contrôler sa puissance.
Sol pense que la fille s'est bien débrouillée vu le peu de temps qu'elle s'entraîne, mais il craint toujours que Balan n'attaque à tout moment. Melo demande si son pouvoir vient de son père, alors d'où Soul tire-t-il le sien? Soul repense à toutes les fois où il est parti en vrille avec son pouvoir et hésite à lui répondre. Claude apparaît alors et demande à Melo de venir avec elle. Au moment où Melo court vers elle, Sol attrape la main de Claude. Il avertit Claude qu'il ne se retiendra pas si elle compte emmener Melo. Claude attaque soudainement avec son épée que Sol esquive de justesse. Soul réalise qu'elle est contrôlée par le sort de Balan. Claude dit à Soul qu'elle ne montrera aucune pitié. Melo est confuse, ne comprenant pas pourquoi Claude agit si étrangement. Soul se place devant Melo et lui dit de reculer. Sol voit la marque de l'insigne sur l'épaule de Claude et réalise immédiatement qu'il l'a mise sous son emprise. Après une longue et éprouvante bataille, Claude gît inconsciente sur le sol, couverte de contusions. Sol repasse leur bataille en revue et la force anormalement élevée de Claude. Il réalise que Balam avait brisé tous les limiteurs de Claude, au point de lui causer des dommages internes majeurs. Son état contrôlé rappelle à Soul les chimères sans esprit qu'il a affrontées par le passé. Il demande à Melo d'aller chercher tous les bandages, l'eau et les médicaments dans l'atelier, et la petite fille s'exécute sans tarder. Saul bande les plaies de Claude et l'attache. Melo demande si Claude était contrôlé par quelqu'un qui convoitait son pouvoir. Melo pleure en se souvenant de la gentillesse de Claude envers elle. Saul dit à la petite fille que ce n'était pas sa faute. Le seul coupable est le démon qui a forcé Claude à agir ainsi. Melo pleure, jurant de ne jamais pardonner au coupable. Ses larmes tombent sur une fleur. Elle réactive son pouvoir doré, demandant à Sol de continuer son entraînement. Elle jure de faire payer le responsable. Balam et Vin sont dans leur luxueuse demeure au quartier général de l'armée démoniaque. Vin se demande pourquoi son père arrange ses poupées avec tant de soin. Balam lui dit que la chose la plus importante de sa vie est sur le point d'arriver. Vin se demande, alarmé, ce qu'il veut dire par là. Soudain, Oz fait entrer Sol et Melo. Vin est mal à l'aise de revoir Sol. Balam dit à sa fille de montrer du respect à leurs invités car c'est lui qui les a conviés. Sol dit à Balam qu'il doit assumer les conséquences d'avoir utilisé Claude. Vin est de plus en plus confuse et demande à son père s'il était sérieux en disant qu'il n'avait pas besoin de Melo car elle est la seule qui compte pour lui. Balam sourit à sa fille et lui dit que Melo est l'héroïne qu'il cherchait. Vine est choqué d'entendre cela. Balam serre sa fille par derrière et la remercie d'avoir rempli son rôle en trouvant l'héroïne. Vin est confuse quant à ce que son père entend par remplir son rôle. Balam lui ordonne alors de tuer Melo. La vision de Vin se trouble face à l'énormité de l'ordre. Elle pâlit et transpire en réalisant tout. Sol voit à quel point Balam est toujours manipulateur après toutes ces années et le lui reproche. Cela fait réfléchir Vine si ce que dit Sol est vrai. Regarder Sol maintenant rappelle à Balam qui il est et lui fait réaliser qu'il leur a caché l'enfant du héros. Encore une fois, Balam ordonne à sa fille d'attaquer l'héroïne. Vin déploie sa puissance en disant à son père de ne pas lui donner d'ordre. Elle fonce alors sur Melo. Melo dit qu'elle est en colère aussi et qu'elle arrêtera Vine si elle se range du côté des méchants. Elle aussi déploie sa puissance menant à un affrontement entre les deux filles. Les deux adultes observent le spectacle lumineux du combat de leurs enfants. Sol dit à Balam qu'il ne le tuera pas. Il déploie sa puissance et dit qu'il est plus satisfaisant d'écraser son sourire suffisant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jamais sourire. Balam ne fait que sourire, intrigué. Balam déploie aussi son énergie, se préparant au combat. Oz intervient pour dire à Sol qu'il n'est pas digne de toucher son seigneur Balam. Le serviteur se transforme en une créature monstrueuse et imposante. Malgré la transformation, Sol reste calme. Oz charge et l'attaque, mais Sol le frappe sans effort au visage et l'assomme. Cela donne encore plus envie à Balam de jouer avec Sol. Le démon charge à nouveau son pouvoir, mais cette fois, la lumière qui l'entoure semble plus dense et plus puissante. Sol invoque une épée dans sa main et réduit la distance entre lui et son ennemi. Balam le défie de faire le premier pas, Sol le poignarde avec son épée d'énergie. Le démon n'est qu'une image rémanente et il apparaît derrière Sol. L'homme bloque le rayon d'énergie de Balam et tire son propre rayon. Balam l'esquive sans effort, le démon reste calme tandis que Sol tourne autour de lui. Sol rappelle à Balam qu'il lui avait dit qu'il attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Balam se souvient et loue son amélioration depuis. Le démon lui dit qu'il était intrigué par son pouvoir à l'époque, car il semblait si différent de celui des héros. Alors que Balam charge un rayon d'énergie de son doigt, il dit que son pouvoir ressemble davantage à celui des démons. Il tire son rayon d'énergie, perçant la poitrine de Sol. La blessure fait tomber Sol au sol. Balam commente qu'il reste faible à ce jour et qu'il n'a pas réussi à venger le héros, n'ayant même pas eu le courage de mourir à ses côtés. Il juge Sol lâche et indigne d'être son ennemi. Soudain, le corps de Sol se charge d'une énergie brillante et puissante. Son énergie est si éclatante que même Melo et Vin arrêtent ce qu'elles font pour le regarder.
Sol est tellement enragé que ses cheveux se dressent, sa blessure se referme rapidement comme si de rien n'était. Avant que Balaam ne puisse le voir venir, Sol le frappe soudainement à la poitrine, puis il cloue le démon au sol avec un rayon d'énergie descendant. Balaam est incapable de comprendre d'où vient son pouvoir, Sol lui apparaît maintenant comme un monstre. Sol place son épée d'énergie devant Balaam. Maintenant, Balaam a l'air effrayé. Sol est heureux de voir que son ennemi n'arbore plus son sourire suffisant. Peu avant l'affrontement entre Sol et Balaam, Vin et Mélo s'affrontaient. Vine accusa Mélo de l'avoir trompée alors qu'elle était l'héroïne depuis le début. Mélo lui dit qu'elle n'avait pas menti et qu'elle voulait juste botter les fesses de son père. L'entendre dire cela met Vin encore plus en colère. Elle se souvint de tous les bons moments passés avec Balaam et jura de ne laisser personne lui enlever son père. Elle dit à Mélo qu'elle ferait n'importe quoi pour son papa. Mélo marqua une pause à ces mots. Elle dit ensuite à Vine qu'elle était bizarre. Mélo expliqua qu'elle détestait écouter Sol. Ces mots intriguèrent Vine. Mélo continua en disant qu'elle n'écoutait jamais quand son professeur lui disait de manger des poivrons ou quand il voulait qu'elle se lève tôt. Mélo lui demanda pourquoi elle écoutait toujours ce que son père disait. Vin se souvint de son père lui disant de remplir son devoir. Elle n'eut pas de réponse, alors elle dit à Mélo qu'elle était stupide à la place. Cela les amena à se traiter mutuellement de stupides. Leur dispute s'arrêta, interrompue par la lumière émanant de Sol. Elles s'arrêtèrent, impressionnées par la puissance de Sol. Elles virent l'homme terrasser Balaam avec facilité. Les deux filles observent de plus près ce qui se passe. Balaam voit Vin et lui hurle de tuer Mélo. Vin hésite, alors Balaam, frustré, la traite de vieux modèle dépassé. Ces mots brisent le cœur de la petite fille. Balaam se reconcentre alors sur Sol et lui dit qu'il sait qu'il a gardé l'enfant du héros si longtemps car il a l'intention de présenter l'enfant au Seigneur démon à l'avenir pour assurer sa position au sein de l'armée démoniaque. Balaam continue en disant qu'il peut créer d'innombrables modèles de chimères après Mélo. Le démon propose de faire équipe avec Sol afin qu'il puisse présenter au Seigneur démon une armée de héros au lieu d'un seul enfant. Sol le fixe. Vin, quant à elle, se précipite vers son papa et lui demande ce qu'il veut dire. Elle, qui pensait devoir prendre la place de l'héroïne, Balaam la frappe et lui dit qu'elle n'a toujours été qu'un moyen de collecter des données jusqu'à ce que quelque chose de mieux apparaisse, et ce, depuis le début. L'enfant blessé demande si sa gentillesse et son amour envers elle étaient un mensonge. Balaam répond que son importance était réelle, mais qu'elle n'est plus importante maintenant. Cela fait pleurer Vine. Vin s'effondre en entendant Balaam dire qu'elle n'a été créée que pour être utilisée. Balaam enfonce le couteau en disant qu'il se fiche des plaintes de Vine car il a déjà décidé qu'elle était inutile. Vin tremble aux choses qu'il dit. Mélo, en colère, hurle à Balaam de ne plus dire d'horreur à Vin. Oz attrape soudainement Mélo par derrière. Balaam félicite son serviteur. Il ordonne ensuite à Vine de tuer Mélo pendant qu'elle est incapable de bouger. Il dit à la fille qu'il retirera tout ce qu'il a dit et l'aimera vraiment si elle le fait. Vin se lève et neutralise Oz. Elle dit ensuite à son père qu'elle est désolée de ne pas avoir écouté. Balaam hurle à Vin qu'elle est inutile. Sol frappe instantanément le démon au visage. Le coup est si puissant que Balaam, en touchant le sol, crée un cratère de la taille d'une maison. Sol lui dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à un enfant. Même si l'homme semble si vaincu et faible, Vine se souvient encore de son papa la traitant comme une fille, célébrant son anniversaire ou étant avec elle quand elle ne pouvait pas dormir. Elle compare ensuite ses souvenirs au moment où Balaam l'a frappé et lui a dit que son seul but était de collecter des données pour de meilleurs modèles. Elle pleure en absorbant la douleur du souvenir. Mélo fait une grimace amusante pour la faire sourire. Vin pense qu'elle est ridicule, ce qui les amène à se disputer à nouveau pour savoir qui est la plus stupide des deux. Alors qu'elle se fixe, Vine éclate soudain de rire. Elle se souvient comment Mélo l'a défendue quand Balaam lui disait des choses horribles. Vin tient les mains de Mélo et la remercie. Pendant ce temps, Sol réveille Balaam d'une gifle. Il frappe ensuite le démon à nouveau. Sol dit alors à Balaam d'admettre sa défaite. Sol le frappe encore et encore, insistant pour qu'il admette sa défaite et jure de le servir. Plus il est frappé, plus Balaam reconnaît le pouvoir qui traverse Sol. Il croit qu'il possède le pouvoir du Seigneur démon lui-même. Balaam se met à genoux pour accepter sa défaite et jure de servir Sol. Plus Balaam y pense, plus Sol ressemble au Seigneur démon. Sol dit au démon qu'il ne doit jamais lui révéler ce qu'il sait sur Mélo et qu'il doit arrêter d'expérimenter sur les chimères humaines pour toujours. Balaam baisse la tête et accepte. Sol lui ordonne aussi de faire amende honorable auprès de Vine. Balaam fait face à Vine et lui dit avec un sourire qu'il est désolé pour tout. La fille voit ses excuses comme creuses et lui dit qu'elle le déteste. Mélo voit Vine souffrir et lui propose de rester chez elle. Sol dit à Vine que c'est à elle de décider. Vine regarde son père et y réfléchit profondément. Plus tard, Claude est chez Sol, dormant sur un lit pendant qu'elle récupère.
Mélo lui donne une pilule, ce qui réveille instantanément Claude en pleine forme. Mélo pleure de bonheur de son rétablissement. De retour au quartier général des démons, Balam demande à Vin pourquoi elle n'est pas allée avec Mélo. La fille dit que leur maison n'est pas la sienne et que sa place est avec son papa. Balam répond que les modèles dépassés comme elle sont irrationnels. Ils pensent à leur temps à se tenir la main comme père et fille. Une femme démon apparaît devant Balam et Vin, agissant de manière décontractée et amicale. Balam la reconnaît comme Citri et se demande pourquoi elle a quitté la capitale. Car c'est si rare de sa part, les deux démons se rattrapent comme de vieux amis. Balam voit un enfant avec elle et demande qui elle est. Citri lui rappelle qu'elle a adopté deux humains comme ses enfants. Elle demande à son enfant de se présenter. L'enfant ressemble presque à une poupée avec ses vêtements et son regard froid. La petite fille se présente comme Holly. Citri demande à Balam où est son autre fille. Elle dit qu'elle s'appelle Claude. Pendant ce temps, Claude est toujours au lit, souffrant, faisant un cauchemar. Son rêve est son souvenir d'enfance, s'entraînant à l'épée avec sa sœur sous le regard de ses parents. Claude chargea sa sœur, mais c'est elle qui fut blessée. La petite sœur pointa son épée en bois sur elle. Il est révélé que la petite sœur est Holly et qu'elle ressemble exactement à ce qu'elle est dans le présent, mais sans le regard froid et les vêtements de poupée. Le père félicita ses filles pour l'amélioration de leur escrime. Plus tard, Holly s'excusa auprès de sa sœur de s'être emportée. Claude lui dit qu'elle allait bien et était juste heureuse de voir à quel point sa sœur était incroyable avec sa technique. Holly serra Claude dans ses bras et lui dit combien elle l'aimait. Claude répondit qu'elle aussi représentait tout pour elle. Un jour, l'armée démoniaque attaqua leur maison. Les sœurs s'enfuirent aussi vite que possible de leur manoir à travers la forêt. Claude dit à Holly qu'elle devait s'échapper puisque leurs parents étaient restés pour qu'elle le puisse. Claude assura à Holly en pleurs que leur père irait bien car c'est un grand guerrier qui pourrait écraser l'armée démoniaque. Holly se dit que sa sœur avait raison. Claude l'assura aussi qu'elle l'avait toujours. L'entendre dire cela encouragea Holly. Claude jura qu'elle protégerait sa sœur quoi qu'il arrive. Les deux courent de plus en plus près vers une lumière. Une fois là, elles virent du feu partout et Citri nonchalamment assise sur un tas de corps humains. Citri les vit toutes les deux et les trouva intéressantes et mignonnes. Claude sortit son épée pour faire face aux démons. Citri leur lança une tête humaine, elles regardèrent de près pour voir que c'était celle de leur père. Les deux filles furent horrifiées et hurlèrent. Soudain, Citri les ramassa par derrière et leur dit qu'elle les emmènerait avec elle. Claude lança un regard noir à Citri. Cela amena le démon à la jeter. Citri posa ensuite sa main sur le visage d'Holly et la main commença à briller. Holly hurla le nom de sa grande sœur. Claude, inquiète, demanda ce que le démon faisait. Citri répondit qu'elle faisait d'Holly la sienne pour toujours. Claude vit la lumière plonger sa sœur dans une transe. Claude se dit qu'elle ne pouvait pas sauver Holly parce qu'elle n'était pas assez forte. Elle n'a pas pu atteindre Holly avant qu'elle ne soit contrôlée mentalement.